tu fais? On est où? Tu es qui? Qu'est-ce que je fais? Là, nous sommes au Mandala de Compostelle. C'est, on va dire Nord-Vendée, parce que Vendée c'est grand quand même. Donc Nord-Vendée, du côté entre Saint-Christophe du Ligneron et Faleron. Grosse ville pour ceux qui connaissent pas trop le secteur. Grosse ville dans le coin, ça va être Chaland. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes on va dire ouais, en pleine campagne. Hein, là, on est en pleine campagne. Sur un terrain, je parle des origines du terrain un petit peu, vite fait. Ah, mais tu On fait fais ce comme que ça. tu veux. On est sur un vieux terrain, en fait. Je me suis amusé à remonter sur les plans de Napoléon. Et en fait, ici, les frontières du champ n'ont pas changé depuis au moins Napoléon. Voilà, donc historiquement, on est sur un truc assez sympa. Et ce terrain-là, depuis Napoléon, est classé humide en fait. Donc aujourd'hui, ils l'ont déclassé humide parce que ça arrange pas en fait. Et, C'est-à-dire que c'était une zone humide ici avant? ouais, en fait, si tu veux, sur les plans de Napoléon, la seule partie en fait qui était utilisée en agricole, c'était la partie haute du champ. Et toute la partie basse, en grosso modo, la frontière, c'est la petite mare qui est juste là, tu vois. La haie, la mare, jusqu'au véhicule, tu vois. Cette partie-là était utilisée. Et après, à partir de là, sur les plans, alors c'est dessiné, tu sais, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les avions. Donc du coup, c'est dessiné, et c'est dessiné marécage, quoi. Donc tu sais, tout le reste, là, c'est dessiné marécage. Et depuis Napoléon, ça a été cultivé. Il y a eu, je crois, quelques années de maïs, en fait, dans les années 60-70. Et après, ça a été surtout du pâturage, en fait. Voilà. Pâturage et puis prairies sauvages, en fait, avec enherbement sauvage et fauchage 1 à 2 fois dans l'année. Sur des terres limoneuses, voilà. En gros, il y a quand on fait un profil de sol ici, on a entre 25 et 30 cm de limon. Et tout de suite, on arrive sur une couche d'argile jaune, en fait. Voilà. C'est sur le même type de terrain que nous, quoi. Ouais, je pense, ouais. Argile jaune, donc on a quoi? Allez, on va dire 50 cm d'argile jaune, 50 à 60 cm d'argile jaune. Et ensuite, on est sur le schiste. Schiste pourri. Donc schiste pourri, c'est-à-dire c'est du schiste mélangé à l'argile. Ouais. Et ensuite, on arrive sur du schiste dur. Voilà. D'accord. En gros, voilà, c'est un peu le lieu, il est un peu comme ça. Moi, je suis arrivé ici en septembre 2018. Donc toi, tu as pris un marécage et tu t'es dit, je vais faire pousser des trucs. J'ai pris ce qu'on m'a donné en fait. Ouais, parce que trouver des terres, c'est pas facile. Donc là, je connaissais les anciens propriétaires, les voisins. Je leur avais un peu exposé mon projet, parce que j'ai commencé en fait chez mes parents sur un petit jardin, on va dire 500 mètres carrés de jardin. Et rapidement, mon père m'a dit bon, écoute, t'es bien mignon, mais j'aimerais bien retrouver ma pelouse, mon espace. Et merci à lui d'ailleurs de m'avoir poussé à aller chercher ailleurs. Et du coup, j'avais été voir ces éleveurs de chevaux. Je leur ai dit voilà, je recherche 1 hectare minimum. Est-ce que vous auriez une terre à me passer? Et du coup, ils m'ont prêté un terrain pendant 4 ans. Ce terrain. Et voilà, donc je suis arrivé là, je passe de 500 mètres carrés à 12 300 mètres carrés, hein, pour rester en mètres carrés. Et ça fait un peu bizarre. Et là, faut repenser le jardin différemment, parce qu'en fait, on ne travaille pas pareil 500 mètres carrés et 12 000 mètres carrés. C'est pas du tout la même, les temps de travail, l'entretien, tout ça, ça marche pas pareil. 500 mètres carrés, tu faisais déjà en permaculture déjà? Alors 500 mètres carrés avec les méthodes de la permaculture. Sans outils thermiques. Hein, d'accord. Jusqu'à 500 mètres carrés, ça se gère bien. Après, quand je suis arrivé ici, j'ai fait le premier mandala, celui-là. Donc lui, il fait 850 mètres carrés, jusqu'à l'extérieur en fait. Hein, ça fait 850 mètres carrés. Donc 850 mètres carrés gérés sans outils thermiques. Après, je suis passé sur dans la deuxième année, j'ai lancé le deuxième mandala, qui fait lui aussi 850 mètres carrés. Celui qui est ici. Toujours avec une mare au milieu. Hein, avec la mare au milieu, toujours. Et les cultures tout autour.
Là, par contre, franchement, j'ai fait toute la préparation, je l'ai fait à la mano, sans machine. Et en fait, je me suis explosé la santé. C'est-à-dire que mettre en culture 850 mètres carrés et en même temps entretenir 850 mètres carrés, ça fait, on est à 1700 mètres carrés, d'accord? Physiquement, j'arrivais à une limite, quoi. Pour une mise en culture, hein. Je parle bien de la mise en culture. Tu utilisais quoi comme outil, de la Ah bah là, c'était grelier. Oui, alors pour bien comprendre, c'est qu'ici j'ai beaucoup de joncs, parce que zone humide, donc j'ai du jonc. Le jonc a un système racinaire de surface, ça va de -1 à -1 cm des racines de surface, et elles descendent jusqu'à 25-30 cm. Le jonc, c'est une vivace, et si je voulais cultiver mes légumes, il fallait que je le retire, quoi. Clairement. C'est une vivace traçante, c'est une horreur. Et pour ça, ça a été grelinette pour la décompaction. Et après, c'était au croc à aller creuser jusqu'à 25-30 cm de profondeur pour retourner la terre et à enlever toutes les racines. Parce qu'en fait, le jonc, tu laisses un petit bout de racine comme ça reprend direct, et 2 ans plus tard, tu as une touffe. Donc du coup, il faut vraiment tout retirer, quoi. Donc j'ai tout nettoyé comme ça. Et à l'époque, j'étais un peu radical et j'étais anti-bâche. Anti-bâche, et je voulais pas de la bâche. Et en fait, donc c'est pour ça que je me suis embêté à vraiment tout travailler avec le croc pour retirer toutes les racines. En gros, pour donner un ordre d'idée, j'ai une grosse boîte là de 250 litres. Sur une planche de 10 mètres, je retirais une boîte comme ça, mais remplie, ça faisait mais remplie, quoi. Enfin, pas une petite boîte, c'est vraiment avec le gros bien rempli. C'est ça, je me servais des racines pour pailler la planche après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a fait pareil. Donc je faisais sécher le jonc après sur place en plein été, tu vois, que ça séchait. On a fait pareil, mais avec du chien d'ange. Ah, ça c'est un peu une horreur, ça. Et du coup, donc là, c'était à l'époque le projet. Je me contentais de juste faire de la production pour moi, et pour les curieux qui passaient comme ça de temps en temps, ceux qui voulaient, je leur faisais un petit panier de légumes. Alors c'était pour moi, ma famille. Donc si tu veux, j'envoyais des légumes pour ma grand-mère, les tontons, les tatas, les cousins, tout ça. Et en fait, le projet a pris une ampleur qui n'était pas prévue. Donc j'ai adapté le projet à chaque fois, tous les ans, avec la demande qu'il y avait. Et de plus en plus de personnes voulaient de la formation, de la pédagogie, tout ça. Et du coup, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule pour créer un lieu qui accueille du public, et donner des formations, et faire de la pédagogie en fait sur le lieu. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on revienne justement sur le côté formation, parce que je sais qu'il y en a qui sont très sensibles par rapport à ça. Ouais. Donc tu m'avais expliqué qu'en fait tes formations c'était plus en fait de l'accompagnement, de la cueillette, où tu expliques comment on fait les choses, etc., etc. C'est pas de la formation comme on peut voir chez Le Bec et Loin, par exemple. Alors, j'ai pas été au Bec et Loin pour me former, donc je sais pas comment eux ils font. Ici, en fait, je propose plusieurs formats de transmission pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a, on va aller du plus petit au plus gros. Le plus petit, ça va être une visite du lieu, et pendant la visite, en fait, ceux qui le souhaitent, ils peuvent prendre un panier de légumes, et en même temps qu'on fait la visite, et moi on va faire une récolte de légumes ensemble, en fait. Et alors ça, c'est génial, parce que du coup, à chaque légume, je vais parler un peu de l'histoire du légume, les origines un peu de la betterave, la roche, tout ça c'est des légumes plus ou moins oubliés, tu vois, l'ancêtre de l'épinard, la roche. Et du coup, c'est marrant, parce que de temps en temps, tu vois sur des planches, tu vois du kénopote blanc qui pousse. À côté, tu as de l'épinard, et un peu plus loin, tu vas avoir de la roche. Et du coup, là, on a 3 générations finalement presque de plantes qui se sont suivies parce que l'homme en fait croise les espèces entre elles pour en faire, les sélectionne. Et du coup, en fait, on a là tout un chemin en fait de sélection. Alors c'est rigolo. Et du coup, j'aime bien faire ça. Donc ça, c'est le côté un peu visite pédagogique avec cueillette. Après, j'ai créé un petit club jardin où là, c'est un peu comme un club de foot, sauf qu'il n'y a pas de ballon. C'est un peu comme un club de foot, sauf que ça prend moins de temps. C'est une fois par mois, le premier samedi du mois. Et l'idée, là, c'est voilà, c'est un petit club accompagnant, voilà, mois par mois en fait,
En fait, souvent, j'ai eu cette demande-là, c'est des personnes qui disent, oui, alors sur Internet, on a des trucs, le jardin mois par mois, qu'est-ce qu'on doit faire tous les mois, ainsi de suite. Sauf que de plus en plus, les gens sont en manque de contact humain et, Et ça reste de la théorie sur et Internet. ça reste de la théorie, exactement. Et là, du coup, le fait d'être avec un enseignant, entre guillemets, ça permet de poser des questions et d'avoir des réponses, quoi, en fait. Chose que tu n'as pas avec Internet où tu peux te poser plein de questions et le mec il te répond pas. Tu peux, tu peux gueuler dans ton téléphone, comment tu fais ça? Ben, le mec il répond pas. Et puis même, son climat n'est pas le même Et en qu'ici, plus, quoi. le Tu climat, peux voilà, parler c'est avec ça. les gens qui sont dans le Là, coin. c'est du local et c'est créer du lien social. C'est des personnes qui se sont jamais rencontrées qui finissent par se rencontrer ici parce que bah, voilà, ils viennent au club jardin. Et ça permet bah, voilà, de faire un accompagnement mois par mois pour des personnes qui auraient besoin en fait, de mieux comprendre le pourquoi du comment. Je comprends pas, pourquoi est-ce que mes betteraves ne poussent pas quand je fais ça, quand je fais ci. Enfin voilà. En gros, c'est ça. Le premier, il aura lieu là, le premier samedi de février, tu vois. Ah, ça commence tôt. Ah bah oui, parce que on commence tôt. Alors, il commence en février, il finit en novembre. Après, je fais une petite pause hivernale parce que bah voilà, le jardin a besoin d'une pause, le jardinier aussi. Et, euh, et voilà, en fait, on va faire toute la saison comme ça. Et comme c'est un cycle, bah du coup, ceux qui ont suivi le club jardin et qui ont compris, ils peuvent très bien repartir comme des grands dans leur jardin et appliquer tout ça. Et ceux qui n'ont pas trop compris ou qui veulent se faire des piqûres de rappel, ils peuvent revenir sur un thème particulier ou un mois particulier où voilà, ils ont des doutes sur ce qu'ils ont à faire. Et voilà, ça fait un petit suivi. Et après, il y a les week-ends thématiques et il y a la grosse formation. Donc là, les deux, en fait, c'est les mêmes thèmes. Donc la grosse formation, c'est 6 week-ends dans l'année, pareil, qui est accompagnante. Et en fait, on va commencer en septembre pour finir vers le mois de juillet et aborder les thèmes, on va partir du sol pour aller jusqu'aux récoltes et la conservation. Donc, la boucle est bouclée. Et pareil, comme tout cycle, suffit de reprendre après les livrets de formation et après, ils n'ont plus qu'à appliquer. Et normalement, après, ils peuvent être autonomes en fait, sur leur jardin en appliquant tout ça. Pour ta plus grosse formation, tu fais combien? 3 millions de dollars? Ah ouais, 4. 4 millions. Alors moi je fais des petits groupes. Je fais des groupes de 8 personnes. Et au niveau du tarif sur la grosse formation, pour la session 2023-2024, on est à 900 € pour les 6 week-ends. Pour la session 2024-2025, les tarifs vont augmenter parce qu'en fait la formation se bonifie. On a commencé à 700 €, là on est à 900 et normalement on devrait être à... là on est en train de chiffrer avec Myriam, parce que je n'enseigne pas tout seul sur la grosse formation. Myriam, une ancienne ingénieure agronome qui m'accompagne là-dessus. Et là on va être plus sur peut-être 1200, 1300 je pense. On va améliorer un peu déjà les livrets de formation vont être remis à jour. Et en plus de ça, il y aura, là on va se lancer dans la vidéo nous aussi. Ah, Sauf que ça ne sera pas de la vidéo internet, là ça sera des liens, on va mettre des QR codes en fait dans les livrets de formation. Et du coup, en fait quand on forme, il faut toucher un peu tous les moyens de communication. Donc tu as le verbal, tu as l'écrit, et puis il y a l'écoute. Et en fait, si on a envie que la boucle soit bouclée au niveau en termes de communication et que l'information soit bien transmise, eh bien, on va rajouter l'écoute à l'écrit sur les livrets. Donc les personnes n'auront plus qu'à flasher en fait un cours en fait qui sera retransmis après en vidéo. Ils iront le voir après sur un lien. Donc là, il y a un gros boulot là cette année. On va bosser à fond là-dessus. Voilà, en gros c'est ça. Et les week-ends thématiques, en fait, c'est les mêmes thèmes que la grosse formation. Donc la grosse formation, les thèmes, c'est le sol et la fertilité. Hein. En septembre, on part sur la base. En deuxième, donc c'est 2 mois après. À chaque fois, il y a 2 mois entre deux week-ends. Donc ça permet d'appliquer. Ça permet de noter les questions à poser le week-end d'après. Tu vois le délire? ouais. Et en fait, ça fait vraiment un truc accompagnant. Et à chaque week-end, en fait, les gens, on prend un temps pour faire un tour de table en fait, et tout le monde vient poser ses questions par rapport aux problématiques qu'ils ont rencontrées en fait pendant les 2 mois. Quoi. Donc le deuxième thème, ça va être le design et l'eau, parce que c'est deux trucs qui sont un peu
voilà, important à mettre en place au jardin, parce qu'on arrose, hein, même en permaculture, même avec les méthodes de la permaculture, il y a besoin d'eau parfois. Et le design c'est un peu à l'automne qu'on va commencer à réfléchir à ça, parce que le design, c'est pas que dessiner, c'est aussi réfléchir à comment mettre en place ces cultures, tout ça, enfin, c'est, en termes techniques, les assolements. Hein, tu sais, t'aimes bien faire ça, hein, ça occupe les longues soirées d'hiver, ça. Et le design, après, on va faire... là, c'est ce qu'on a fait là le week-end dernier, ça va être sur la forêt-jardin, donc les vivaces, donc pile poil dans la bonne saison pour planter des arbres. Donc on voit ça avec la greffe et la taille. Donc on aborde le sujet de la greffe en janvier-février, parce qu'après il va être appliqué en fait en mars-avril. Donc du coup on l'aborde maintenant. Ça permet aux gens de récupérer des greffons, les porte-greffes, les trucs, tout ça, et pour pouvoir le mettre en pratique après. Et ensuite on voit quoi? C'est le... Après ça va être la gestion des maladies des adventices et des ravageurs. Et... Pardon? Tu gères les ravageurs? Ouais, ouais. Attention, sujet sensible. C'est un sujet. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un sujet. Mais après, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est nuancé. Et par exemple, ici au mandala, la gestion alors, des maladies, des ravageurs et des adventices, c'est une gestion douce, voire il n'y a pas de gestion. Voilà, ça dépend. Ça dépend. J'ai envie de dire, au niveau des maladies, moi j'ai compris un truc, c'est que très souvent, quand il y a une maladie, le problème, c'est pas la plante. Le problème, souvent, très souvent, c'est le sol. Voilà. Donc, quand je vois qu'il y a une maladie sur une culture, bah, finalement, je vais pas lutter contre la maladie. Elle est là. Je vais perdre beaucoup de temps en fait et d'énergie pour lutter contre cette maladie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter la zone où il y a un problème, réfléchir pourquoi il y a un problème et préparer les sols de manière à ce que l'année suivante, la maladie ne revienne pas. Donc si c'est un problème d'aération de sol, bon, bah, je vais faire ce qu'il faut pour que mon sol soit plus aéré. Si c'est un problème de déséquilibre au niveau des apports au niveau de mon sol, pareil, je vais gérer, je vais mettre les matières qui vont bien pour faire en sorte à ce que la maladie ne soit pas là l'année suivante, quoi. Voilà. Ça c'est un exemple. Hein. Et au niveau des ravageurs, bah en fait pour moi il n'y a pas vraiment de ravageurs. Là, moi le gros ravageur que j'ai ici, ça va être les souris et les rats. Et sinon les autres c'est pas des ravageurs parce que le puceron, bah, moi il me gêne pas parce qu'il vient nourrir mes coccinelles. D'accord ? C'est ça comme chez nous. Bah, en fait, si tu veux, moi j'aime les coccinelles, j'aime les papillons, j'aime les oiseaux, tu vois. Et en fait, tous ces animaux-là, ils ont besoin de se nourrir et ils se nourrissent de qui ? Bah, des ravageurs. Donc, finalement, si j'aime tout ce petit monde-là, bah, je suis obligé de laisser les ravageurs pour que le prédateur, lui, puisse se nourrir. Voilà. Donc, bah, pareil, on ne met pas les œufs dans le même panier, on ne fait pas toutes les mêmes cultures au même endroit. Et puis comme ça permet, s'il y a un problème, bah, d'éviter le pire. Et puis, bien évidemment, favoriser la biodiversité au maximum, en fait, et la circulation de la biodiversité, de manière à ce que les problèmes soient diminués. Voilà. Et l'idée, c'est que tout ne soit pas propre nickel, de manière à ce que la biodiversité puisse s'installer et puisse se répandre en fait de zone en zone. Voilà. Tu as des zones que tu gardes ensauvagées. Ah oui, tu vois là-bas au fond, par exemple, toute la partie du fond là, là c'est une zone sauvage. Là-bas, toute la partie du fond c'est une zone sauvage. Tout le bord de haie, je laisse en sauvage parce que en fait c'est ma zone de circulation des sangliers, des chevreuils et des gros mammifères. Là, eux, ils ont besoin de zones de circulation, donc je leur laisse des espaces de circulation. Et après, bah, il y a toutes les haies, bon là elles sont en cours de formation parce que là ça fait 5 ans que je suis sur le terrain, donc toutes les haies sèches, tous les espaces comme ça, en fait ça sert de zone de circulation de la biodiversité. C'est-à-dire que dans les haies sèches, il y a un paquet d'insectes qui vont venir hiberner l'hiver et du coup ils seront disponibles au printemps, soit les ravageurs, bon bah, voilà c'est comme ça, mais s'il y a des ravageurs, il y a aussi en fait des auxiliaires. Donc voilà, l'idée c'est que tout le monde s'installe et après il y a une régulation en fait de toute cette faune qui se fait tranquillement. Quand la population de lapins augmente, l'année suivante, il y a une augmentation de la population du renard.
Voilà, c'est normal, parce qu'il y a à manger. Donc le renard va se multiplier. Le renard, en se multipliant, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il va y avoir moins de lapins. Voilà. Et en fait, c'est un cycle. Donc il y a des périodes où il y a plus d'escargots qu'à d'autres moments. Et c'est naturel, en fait. Voilà. À un moment donné, l'homme est un peu le chef d'orchestre, mais c'est pas lui qui gère tout. Parfois, il y a des petits hicks, et c'est comme ça. Il faut savoir rester humble, en fait, dans toute cette gestion. C'est pour ça que j'aime bien dire une gestion souple, en fait, souple et ouverte, en fait, de toute cette nature qui nous entoure, quoi. En fait, l'idée, c'est d'essayer de trouver du beau même dans ce qui nous plaît pas dans le jardin. Voilà. C'est-à-dire que la petite chenille qui bouffe notre chou, en fait, si on se rapproche un peu et qu'on la regarde, elle n'est pas si moche que ça. Cette petite chenille, elle est très belle et puis elle fait des beaux papillons. Voilà. Hein? Non, mais c'est vrai. Hein. Ah oui, Après, carrément. Il faut accepter un certain nombre de pertes et puis savoir quand tu t'arrêtes, quand tu régules. L'humilité du jardinier. Voilà, ça s'appelle l'humilité du jardinier. Et puis j'ai envie de dire un truc, soulever un sujet qui est important. C'est-à-dire que ça fait 70 ans qu'on utilise du chimique pour tuer tous ces trucs-là qui nous embêtent dans le jardin. Et en fait, 70 ans plus tard, on se rend compte que ça marche pas, parce qu'ils sont toujours aussi nombreux. Ça commence à chuter d'ailleurs malheureusement, mais il y a toujours ces mêmes parasites qui viennent sur les choux, il y a toujours ces mêmes problèmes, les mêmes ravageurs, et ça fait 70 ans qu'on leur envoie du chimique tout le temps. Donc à un moment donné, si ça marche pas, c'est qu'il faut trouver d'autres solutions. Et les autres solutions, on les retrouve dans les livres, tu sais, de 1800, tout ça, là, où tu as des traces de mecs qui disent, faut densifier les haies de manière à ce qu'il y ait de la biodiversité, tout ça. Alors, c'est kiffant, quoi, de voir des textes comme ça où on te dit, faut faire des grosses haies avec plein de trucs dedans, de manière à ce que tu aies la vie qui circule, et les oiseaux, ils viennent manger les insectes qui ne nous plaisent pas, et tout le temps, tu vois. Ça c'est le terrain d'origine. Ouais, à l'origine, je suis comme ça. Voilà, tu vois, à l'origine. Et encore là, il n'y a pas beaucoup. Hein. La première année, quand il n'y avait rien de fait, j'avais de l'eau jusque là. Partout dans le champ. Jusque là, l'hiver. Il y avait de l'eau ici, là, partout dans le champ. C'est un deuxième jardin des sources. Quoi. Voilà, un petit peu. Et en fait, je sais pas si vous avez autant de pentes que moi. Mais là, j'ai une toute petite pente, tu vois, qui va vers le nord-est. Ah mais non, mais nous on a plus, nous. Oui, vous avez un coteau, vous. Et en fait, tu vois, pour pouvoir cultiver, et là, c'est un gros chantier de fou. Pour pouvoir cultiver, et du coup, tu vois, là, on est à côté du petit fossé, mais si on remonte ici, tu viens là, Oui. tu vois, il n'y a pas d'eau. Ouais. Non, bébé, histoire. Ouais. Tu vois, là, il n'y a pas d'eau, là. Hop. Et en fait, le secret, c'est quoi? C'est que j'ai drainé. Enfin, j'ai drainé. Faut pas utiliser ce mot-là, parce que normalement, il y a... Enfin, bref. J'ai creusé des baisses, en fait. Ouais. Tu vois, il y a des baisses qui font circuler l'eau. Mais l'eau s'en va pas directement à la rivière. Ça passe par des mares. Ça passe par des zones humides, en fait. De manière à ce que l'eau circule, mais ne s'enfuit pas. Ouais. L'idée, c'est que, en fait, l'eau, c'est un problème, mais c'est une solution et un problème. L'eau, c'est les deux. C'est-à-dire que l'été, on en a besoin. Ouais, oui, l'hiver, ouais, l'été on manque d'eau, et puis l'été on manque d'eau, et puis l'hiver, ouais, on en a un peu trop, donc il faut laisser un peu évacuer, mais tranquillement, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il faut évacuer, mais il faut stocker. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, l'eau, faut l'évacuer, il faut la stocker. Et en fait, l'idée là ici, comme le terrain est pas trop en pente, du coup, je me suis permis en fait de faire des petites retenues d'eau avec des mares, avec des zones humides en fait, de manière à ce que l'eau ne s'enfuit pas de mon terrain. Voilà, Ouais, tout simplement. Ouais, non, mais t'as carrément raison. Voilà, tout simplement. Parce que là, en plus, on va arriver de pire en pire à manquer un peu d'eau, donc ça va être, faut vraiment stocker l'eau dès qu'on peut, quoi. Ça c'est clair. Hein. C'est ta stagiaire? Oui, elle est nouvelle. Alors après, pour le stockage de l'eau, moi, souvent, ce que je préconise en fait, souvent aux gens, là où l'eau se stocke le mieux et le plus durablement, c'est dans la matière organique. Et pour ça, je vais faire rentrer ici sur le jardin. J'ai pas encore chiffré en termes de poids, mais grosso modo, j'étale sur 3000 m², j'étale, et encore ça dépend. Ça, c'est une réponse que je dirais souvent, c'est ça dépend. Mais en gros, c'est 10 roundballers de 400 kg en fait, de paille. Ouais. L'équivalent à peu près. Voilà.
Et ça va créer de la matière organique et l'eau se stocke dans la matière organique et en fait elle est restituée après quand il manque d'eau. Et la matière organique, elle est transformée, là on le voit vachement bien d'ailleurs sur cette planche-là. Et tu vois, tu as du turicule partout. Bah oui. Tu as des turicules, alors les turicules pour ceux qui connaissent pas ce gros mot, le turicule en fait c'est tout simplement le caca du ver de terre. C'est ça, mais sauf qu'il a été dilué par la terre. Là il a plu un peu donc ils sont un peu détruits, hein, mais tout ça c'est du turicule. Voilà, voilà tu vois, là il y a un turicule énorme et on voit en surface on a le ver de terre de fumier là qui est là. Et en fait si on vient à creuser plus en profondeur, là on aura sûrement, regarde ça. Donc, là ta terre maintenant elle est comme ça et à la base elle était donc comme la nôtre, toute boueuse, toute argileuse. Là, on est sur des sols et pourtant il a plu toute la nuit là et tu vois ça s'enlève bien quoi. Bon, elle est collante, c'est normal, hein, on est au mois de février, faut pas trop non plus. Chasseur. Ouais, petit chasseur. J'aimerais bien qu'il bosse un peu plus lui d'ailleurs. Les mandalas de Compostelle. Alors les mandalas, un mandala c'est ça vient du sanskrit je crois, c'est ça? C'est un truc à moitié bouddhiste, hindouiste, je sais plus. Le mandala en fait ça veut dire en sanskrit, ça veut dire cercle. Voilà, c'est cercle. Donc là c'est des jardins en mandala, donc c'est des jardins en cercle. Donc il y en a 2 de 850 mètres carrés chacun. Et l'idée de faire là les mandalas, il y a le côté, donc un mandala c'est un dessin qu'on va faire et qui sera effacé. Donc il y a le côté éphémère. Et en fait au jardin, en maraîchage, tout est éphémère en fait. C'est-à-dire que c'est des saisons, sauf les vivaces avec les arbres et tout ça, mais tout est éphémère, les saisons passent, le paysage change, et les cultures changent, les couleurs changent, tout change, en fait ça change en permanence. Et du coup le côté mandala, voilà, c'est un peu ça. Et de Compostelle, parce que j'ai un chemin de Compostelle qui passe juste à côté, et il y avait ce petit jeu de mots assez intéressant qui va bien avec le jardin, compost, et elle. Elle, le féminin, la terre, tu vois, tout ce côté-là. Et du coup, je me suis dit, ça peut être sympa de faire ce petit jeu de mots, en fait, compost, elle. Voilà, tout bête. Et puis, le changement viendra des femmes, hein. Je suis désolé, hein, mais Sabrina, c'est grâce à toi, hein. C'est sûr. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, je le vois, hein, même au niveau de la clientèle ici, je crois que je suis à 70% de femmes. Donc, mais où sont les hommes, hein? Non, mais ils sont où, quoi? Les hommes sont tout autant concernés par le vivant que les femmes, et c'est marrant parce que les femmes le sont beaucoup plus finalement, beaucoup plus touchées par la biodiversité, par les changements, par tout ça, que les hommes. Peut-être que l'homme est plus dans l'instant présent et la femme plus dans la projection du futur, peut-être. Ah bah c'est sûr, c'est sûr, j'en suis persuadé. Hein. Ouais. Mais bon, on aura besoin des deux, hein. On a besoin des hommes et des femmes pour le monde de demain. Donc voilà, j'espère que les hommes vont sortir un petit peu de leur leur tanière. Mais en plus, je sais pas s'il y en a qui ont déjà lu Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Mais c'est un peu c'est stéréotypé, mais n'empêche c'est un petit peu vrai. L'homme se contente de ce qu'il a au moment présent, quoi, tu vois. Bon, il a ça, il s'installe dans sa routine, ça le dérange pas. Les femmes sont plus dans le changement. Ouais. Voilà, par leur vie, par plein de choses, font que les femmes sont plus à même de changer dans leur vie qu'un homme qui lui va se contenter de sa petite vie, ça le dérange pas, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être de ça. Après, il faudrait faire de la psychologie humaine, j'en sais rien. Ça, c'est pas mon travail, ça. Et Compostelle, je crois que j'ai fait le tour de pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ouais. C'est un peu pour mettre la femme un petit peu à l'honneur de tout ça, quoi. Ouais, le féminin. Tu sais, la terre, c'est Gaïa, tu vois. Enfin, t'as le féminin en général, quoi. Hein. Ouais, le féminin. Ouais, de beauté de la nature. C'est la nature, c'est le féminin, tu vois. C'est la reproduction, c'est. Enfin voilà, j'en sais rien, tu vois. C'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te nourrit. Ouais, et puis on est tous liés à une femme, tu vois. Que ce soit par le concubinage ou le mariage, par notre mère, on est lié aussi au père, tu vois. Je dis pas que les deux vont ensemble, mais c'est vrai que j'ai un profond respect pour la femme. Alors,
pour ma femme déjà, et pour les femmes en général, voilà, j'ai un petit lien avec elle qui fait que c'était un petit peu une petite touche d'honneur. Tu sais que j'ai certains internautes qui pensaient que j'étais moi-même une femme. Ah bon? Ouais, parce qu'au début je mettais pas de photo de moi. Ah oui. Et les gens ne savaient pas c'était quoi la tête du mec qui écrivait, tu Ouais. vois. Et ça arrivait que j'ai des clients qui étaient surpris d'entendre ma voix au téléphone. Ils étaient persuadés que c'était... Bah, ça peut pas être un homme qui fait un truc joli, esthétique, tu sais. Bah si. Les hommes peuvent avoir une touche, tu sais, artistique, esthétique. Mais si, c'est possible. C'est rigolo, tu vois. Voilà un petit peu l'histoire pour le nom des mandats de Compostelle. Bon, Et après, je voulais pas faire que du cercle. Parce que le cercle, bah, c'est beau, c'est esthétique, hein, ça je l'ai dit. Ouais. Mais cultiver sur du cercle en maraîchage, c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. C'est-à-dire que dès qu'il faut bâcher, dès qu'il faut mettre un voile, même avec les outils, Ah, tu comprends, hein. même avec les outils, tu sais, quand t'es parti sur une ligne droite avec ta Ouais. grelinette ou avec ton râteau, Ouais. bon bah la ligne droite, tu sais faire un truc droit. Par contre, quand tu as une courbe et que tu es à fond dans ton travail, tu vois, bah t'as rapidement, tu sais, tu dévies sur mince, j'ai cassé Ouais, ma c'est courbe ça. et tout. Non, et puis On même a pour les connu ça. récoltes, les récoltes. Ouais, les tu vois, récoltes, les ouais, trucs ouais. et tout. Tu vois, on va pas révolutionner. Alors moi, je Toi, suis pas... t'étais plus malin que nous. C'est que tu as fait un cercle, mais dans le cercle, on voit que tu nous as fait Des des lignes. lignes droites. Des lignes droites, ouais, on peut le voir peut-être un peu mieux sur la planche là. Mais ouais, mais attends. Je suis repassé en ligne droite. Ah, parce que tu étais en courbe. Ici, c'était que du cercle en fait au départ. Et quand j'ai vu la galère que c'est, j'ai redessiné tous les jardins. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu vois. Donc c'est pour ça, là le jardin il s'est pas fait en une fois. Hein. Ah bah Tu vois, oui, j'ai fait ma première expérience, j'ai vu que c'était vraiment pas pratique. Et du coup j'ai tout redessiné, j'ai refait mes planches, tout ça. Ouais. T'imagines le boulot de dingue à tout refaire et tout. Enfin, Ah tu bah connais oui. bien quoi. J'ai connu. Ah Tu vois, bah t'es obligé de tout réaérer pour tout ça, refaire, ouais. c'est un boulot de taré. Et du coup maintenant c'est en ligne droite et ça va rester en ligne droite. Et par contre tout ce qui est en zone en vivace avec les arbres, tout ça, ça peut être mis en cercle puisque de toute manière ça demande beaucoup moins d'intervention. Donc tu peux faire une courbe avec du vivace, ça dérange pas quoi. Voilà. Et la mare au centre au départ ça me servait à arroser les cultures. Aujourd'hui maintenant là une autre solution avec un puits, donc du coup les mares restent pour la biodiversité. Et voilà, Et un en gros, puits que tu as fait, à la main. tu m'as impressionné. à la mano. J'ai eu mon petit frère qui m'a aidé pour les 3 derniers mètres. Mais à la mano, ouais, ça m'a pris en tout. J'ai fait en deux fois. J'ai mis 2 mois pour creuser de 0 à 5 mètres. 5 mètres 50. Parce que les 50 derniers centimètres, c'est long. Et puis du coup, donc ça c'est le côté mandala. Et après, tu as le côté plus production. En fait, l'idée, ça va être à l'avenir parce que donc du coup, les formations, elles s'adressent pas mal à tout ce qui est les particuliers, amateurs, voire futurs porteurs de projets. Enfin voilà. Mais là, j'ai une autre partie qui est juste derrière toi, avec des serres. Et du coup, là, on est sur plus un modèle ligne droite en fait, avec des carrés qui font tous la même dimension. Alors on Et avait parlé tout à l'heure, Ouais, comme on était en train de discuter, Ouais. Tu as fait des plates-bandes de 10 mètres. ouais, 10 mètres. Alors tu peux nous expliquer pourquoi? Parce qu'on a rigolé ensemble, parce que ça a été exactement la même réflexion. Mais parce que moi je travaille tout seul sur le jardin. Et que quand on a un voile d'hivernage à mettre ou ne serait-ce que des plantations, hein, quand tu es tout seul, planter sur 30 mètres des oignons par exemple, bah, autant te dire que quand tu arrives au bout de ta ligne droite, t'en as marre. Et que moi quand je me suis lancé dans le jardin, je sortais de l'industrie et j'avais aucune envie de retrouver ce côté aliénant du travail, tu sais, où t'en peux plus, t'es sur le même travail et la même tâche répétitive depuis 2-3 heures, je ne voulais pas retrouver ça. Et du coup, 10 mètres, ça me semblait être la taille humaine assez agréable en fait pour gérer les cultures. Et puis ça, au niveau de mon système de vente derrière,
C'était beaucoup plus adapté qu'une planche de 30 mètres Ah ou ouais. de 20 mètres. Ouais, quand tu Oui. as une planche de 10 mètres, tu te dis oh bah ça y est, j'ai déjà presque fini. Et puis alors 30 mètres, je suis putain, Ah ouais, il reste encore. puis là, c'est la mise en place. Et après, tu as la récolte. En fait, l'idée, Ah c'est ouais. donc tu cultives, tu mets en place, tu sèmes, tout ça. Ouais. Sauf que derrière, il faut avoir parce que là, c'est ce que tu mets en place. En gros, c'est ce qui rentre, tu vois. Mais après, il y a ce qui sort de ton jardin. Et par exemple, si tu fais 30 mètres de radis, il faut que tu puisses sortir 30 mètres de radis. Ouais. Si tu n'as pas la capacité de sortir ces 30 mètres de radis, en fait, tu vas vendre, je n'en sais rien, tu vas vendre 20 mètres, mais il va rester 10 mètres de radis qui, eux, seront broyés parce qu'ils vont monter à graine et du coup, ça sera fini, quoi. Donc, Oui. 10 mètres pour moi, par rapport à mon système, par rapport à ma façon de fonctionner, parce que ici, en fait, je fonctionne, donc il y a les visites, il y a les formations, il y a les récoltes. Et en fait, je fonctionne j'ai pas une rentrée d'argent, si tu veux. Je suis pas maraîcher, moi, tu vois. Je fais pas de la production maraîchère, pas comme vous. Moi, j'ai 70% de mon temps, je passe à faire de l'accueil au public, à faire de la pédagogie, des visites. Tu vois, cet été, par exemple, c'était beaucoup de visites techniques. Une visite technique, la plus longue que j'ai faite, c'est 6 heures. 6 heures. Ah oui. Ouais, 6 heures. Un couple qui avait un projet. Et du coup, on a passé la journée entière à échanger sur leur projet, sur toutes les questions qui se posaient. À chaque fois qu'ils se posaient une question, on allait dans le jardin, répondre à chacune de leurs questions. Voilà, la légumineuse, c'est ça, ok, très bien. On va dans le jardin, je vais arracher un pied de fève. On va observer les racines de la fève pour voir et répondre, voilà, c'est ça, en fait, c'est pour ça que ça fait ça après. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, ça a duré 6 heures quand on a mangé ensemble le midi et tout. Et ça, les visites techniques, ça fonctionne super bien. Les gens, ils adorent. T'es un peu comme moi aussi, t'es un grand bavard. Donc quand Ouais, on est ensemble aussi, ça... grand bavard. Et après, en même temps, il n'y a rien de compliqué. C'est très complexe, en fait, le maraîchage. Il y a beaucoup de complexité. C'est pas compliqué, c'est complexe. Et pour comprendre, tu es obligé, en fait, d'aller au fond du sujet, quoi. Tu peux pas juste dire tu sèmes tu sèmes des fabacées, tu vois. Si tu sors juste ça aux gens, ils vont être contents, ils vont aller chercher des graines de fèves, tu vois, ils vont les mettre, mais ils sauront pas pourquoi ça agit et qu'est-ce que ça fait et c'est quoi l'impact et ceci et cela. Donc pour que les gens comprennent, tu es obligé d'approfondir sur le sujet et aller sur le terrain, arracher un pied, leur montrer le système racinaire. Ensuite, tu passes au tableau, tu leur expliques un petit peu comment ça se passe au niveau des bactéries, les échanges entre le sol et la plante, tout ça. Et du coup, là, les personnes, ça y est, ils comprennent. Et vu qu'ils ont compris, c'est acquis. Et quand ils vont faire le geste chez eux, ils le feront pas parce qu'on lui a dit de le faire. Ils le feront parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe après dans leur sol. Et quand on a compris comment fonctionne le sol, c'est là où on se met à vraiment cultiver, quoi. Là, cette année, j'ai voulu faire un test sur plusieurs planches ici, là, dans le jardin. Grosso modo, c'était de faire c'était du radis daikon. Et en fait, l'idée, c'est cultiver du radis daikon, sauf qu'à la récolte, quand tu retires tes radis, après, ta planche, elle est à nu. Oui. Sauf qu'en perma, tu vois, ou en maraîchage sol vivant, on dit tout le temps qu'il faut un sol couvert. C'est ça, ouais. Voilà. Sauf que moi, je couvre pas forcément avec de la paille l'hiver. Donc l'idée, c'était d'essayer d'associer en fait une culture de légumes en fait à récolter. Donc là, c'est quelque chose que je sors du jardin et de cultiver entre ces légumes que je sors du jardin une plante qui elle va rester. Et du coup, je me suis amusé à faire un test. On va voir ce que ça va donner sur le printemps, mais de faire du daikon sur le bord, du daikon au milieu et du daikon à l'extérieur, et entre les deux, mettre du seigle. Et en fait, le seigle, lui, il vient protéger mon sol en fait quand mes cultures de radis sont récoltées. Ouais. Donc c'est une petite expérience. Là pour le moment, ça va, à part que le radis daikon c'est très couvrant. Ouais. Et du coup, t'as peut-être des trous, quoi. il y a des trous. Ouais. Il y a des trous. Alors au départ, c'est seigle qui a poussé plus vite que le radis. Ouais. Et du coup, j'ai ma planche du centre là qui a vraiment pas beaucoup donné. Et les radis extérieurs ont bien donné. Ouais. Et là maintenant, on va arriver à l'inverse. C'est le radis qui va prendre le dessus sur le seigle. Et du coup, c'est le seigle qui va en pâtir en fait. Mais pour moi, il n'y a rien de perdu, puisque de toute manière, tout ce qui aura poussé aura créé en fait un système racinaire dans mon sol. Et chaque système racinaire qui pousse en fait dans la terre, en fait, c'est un travail de sol. Oui, voilà. Ça travaille la terre tout seul. Ça travaille la terre tout seul, ouais, c'est ça. Là, tu vois, tu as des mauvaises herbes, tu as de la marguerite, tout ça. Ça je touche pas. T'as dit quoi? J'ai des marguerites. Non, t'as dit que t'as de là. Mauvaise herbe. Non, il n'y a pas de mauvaise herbe, justement.
Bah oui, mais c'est plus facile à comprendre quand on fait de la Ouais, pédagogie de parler de mauvaises herbes Ouais. que de commencer avec des termes scientifiques qui font comme si on était intelligent, mais on l'est pas plus, quoi. Là, tu vois, Donc, il y en a certains, ça pourrait leur faire peur. Pas forcément peur, mais tu vois, nous, notre terrain, c'est pareil. Hein, bon, comme je dis, il n'y a pas de mauvaise herbe. Bah, nous, voilà, c'est. Bah, c'est pas des herbes qu'on veut voir sur nos planches de culture. Voilà, mais Voilà. je veux dire, c'est une culture naturelle, saine. Je veux dire, voilà, si Bah, tu. Moi, je préfère voir des petits pieds de marguerite qui poussent comme ça, Ouais, plutôt que de rien voir du tout et avoir un sol à nu, hein. bah, c'est ça, Ça, ouais. Là, on à, peut cho- dire. à choisir. Qui en plus va être raviné pendant l'hiver avec Non, C'est les ça. pluies. En fait, enfin, je suis désolée, enfin, les gens qui disent ouais, bah dis donc, c'est pas désherbé, machin, c'est touffu, machin. C'est pas grave. Mais ouais, mais c'est ça un sol vivant. Bah oui. C'est ça un sol vivant. Ouais, puis là, c'est enfin. l'hiver, hein. Là, tu vois, cet été, ici, ça a été cultivé en permanence. En permanence, ça a été cultivé. On va prendre un exemple sur, par exemple, j'en sais rien, cette planche-là. Là. Ouais. Bah, ici, j'ai enchaîné du chou, de la laitue, du haricot, j'avais fait de l'épinard. Là, il y a du radis. Tu vois? Alors, J'ai- certains pourraient se poser la question, donc je vais la poser Ouais. avant qu'elle tombe dans les commentaires. Ouais. T'as pas peur d'épuiser ton sol à faire autant de culture au même endroit? Ah non, parce qu'en fait, les éléments sont cultivés par rapport à ce qu'ils viennent puiser dans le sol. Et là, par exemple, là, ce carré-là de 100 mètres carrés, ça fait 3 ans que je le cultive intensément. Donc, qu'est-ce que je vais faire là au printemps? Ici, je vais semer des plantes géantes. Donc, du sorgho, du tournesol, du maïs, avec bien évidemment des légumineuses. Donc, il y aura des fèves, du haricot grimpant, voilà tout ça. L'idée, ça va être de faire un couvert qui va monter à 2,50 m, si je peux, 3 mètres, ce serait génial. Ouais. Tu vois, et l'idée ça va être de le détruire vers le mois de juillet avant que ça monte à graines et tout ça, tu vois. Donc ça va monter à fleurs. L'idéal ce serait que ça monte à graines, sauf que faut pas que ça devienne un souci pour moi derrière. Plus la plante va aller au bout de son cycle, plus elle va créer de carbone, meilleur elle va nourrir mon sol. Voilà, en gros c'est ça. Et l'idée c'est de faire ce couvert géant, le détruire, c'est-à-dire le coucher au sol, et ensuite recultiver dedans. Et toute cette matière-là qui aura poussé en fait pendant la belle saison va restituer en fait des minéraux, tout simplement. Ouais, faire un cycle Voilà, c'est ça. naturel. Va ramener des minéraux en surface et ces minéraux-là vont nourrir la culture suivante et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je vais sacrifier 100 mètres carrés en test là pour faire un couvert géant qui lui va pouvoir me permettre de cultiver l'hiver prochain ici. Voilà. Donc normalement, dès le mois d'août, si tu veux, je vais pouvoir envoyer des choux pour l'hiver, du poireau, des trucs, tu vois. Enfin, poireau, ça va être un peu tard, mais c'est ça. Et en fait, c'est les systèmes racinaires qui vont travailler mon sol. Et tout ce que je vais remettre en surface va nourrir mon sol. Voilà. Les racines travaillent le sol. Les plantes qui vont être mises en surface vont le nourrir. Et quand je parle de nourrir, c'est pas le sol. Hein. Quand je dis nourrir, c'est toute la vie du sol. C'est-à-dire c'est la micro-macrofaune, les vers de terre, les petits cloportes, les trucs, tout ça, enfin les araignées. Toute cette vie du sol, c'est elle qui fait que mon sol est vivant, quoi. Une culture saine et franchement, voilà, c'est pour ça que nous on s'est lancé dans ce style de culture parce que c'est travailler avec la nature et c'est pas travailler contre la nature, c'était vraiment travailler avec elle, main dans la main. Tiens, tu vois un petit radis? Vas-y, tu vois un petit radis? Viens voir un petit radis. Attends, Et là, ça c'est les semences des mandalas, ça. Parce que je fais mes semences. Regarde. Petit radis bleu d'hiver. Et encore, il est petit celui-là. J'en ai fait un qui faisait 2,7 kg l'année dernière. Et là, là, lui, il est beau. Lui. On dirait une énorme betterave. Et tu sais quoi? Ça, c'est super bon. Il y a des gens qui disent oh, c'est trop gros, ça va être dégueulasse. Ça va être filandre. Mais non, pas du tout. Ça, c'est trop bon. Tu découpes des belles tranches là, de saucisson là-dedans. C'est trop bon. Oh, tu sais, il y a une de mes clientes qui m'avait donné une recette. J'ai une cliente qui me fait. Ah ouais, ils sont tous comme ça, Ouais. quoi. Ouais, non, mais c'est pas une exception. En fines lamelles, puis elle fait mariner ça dans du miel. Ah, mais c'est trop bon. Et puis après, sa petite tartine grillée avec du fromage frais et tout. Voilà. Puis elle couche ses radis dessus. Tu vois, là, ça, ils sont éclaircis, tu vois, donc ça fait des mammouths. Regarde, pas éclaircis, bah ça te fait des trucs beau calibre hein, quand même. Hein. Ah oui, quand même. Tu vois, Ah, ça te fait des. Attends, je vais
juste essayer de... Ah oui, quand même. Ouais. Ah Tu vois, ouais. pas éclairci, bah, ça fait des beaux radis. Hein. Ouais. Voilà. Tu vois, en sol vivant, c'est beau. Puis tu vois, tu regardes juste à côté, t'as des turicules partout. Avec des mauvaises herbes. Les fameuses. Et tu me disais, Ouais. justement, comme tu parlais du carbone, Ouais. tu es parti d'un sol pareil qui est très hydromorphe, très étouffé, sans vie du sol, donc comme nous en fait. Ouais. Et on va peut-être aller voir. Vers là-bas, ouais. On va aller Tu vas déménager. nous expliquer comment tu as redonné vie à ce sol. Tu vois, là, j'ai le radis noir à côté. Tu vois, tu veux voir le radis noir? Petit radis noir. Radis noir à la volée. Donc ça, sans Graine. voir. Alors, sans semoir, comme ça à la volée en ligne. Hein, j'ai fait 3 lignes. Et non recouvert. Alors oui, tiens. Alors, c'est-à-dire que j'ai jeté la graine et par-dessus la graine, j'ai mis 3 cm de paillage. Un bon arrosage D'accord. et j'ai pas enfoui la graine. Alors ça marche avec pas toutes les graines. Hein. Ouais. Fais pas ça avec l'épinard, l'épinard faut l'enfouir un peu. Là avec le radis ça marche. Et tu vois, ça te fait du beau petit radis. Regarde ça. Pas éclairci, rien. Et on a des beaux bébés, tu vois. Alors il y a de toutes les tailles, tu vois, il y a du petit, il y a du moyen, il y a du gros. Tu vois, en bonne santé en plus. Du bon petit gaillet gratron, tu vois, qui protège du froid, impeccable. Et tu vois, on a un beau radis ici, là. Ah oui, t'as ton paillage naturel et tout vert en plus. Ouais. Tu vois le radis qui est là-bas. Regarde. Voilà, encore un gros calibre. Un beau calibre, là, mais tu regardes, t'en as plein, t'en as partout, il m'en reste plein. Et là, t'en as un énorme encore. Et là, il n'y a pas eu d'engrais de mie, hein. Je veux dire, il y a pas de... Le seul engrais qu'il y a, c'est la matière organique. Et la matière organique, plus elle est carbonée, mieux c'est. Et en fait, ici, là, l'historique de ce jardin ici, là, des 100 mètres carrés, ça fait 2 ans maintenant que je travaille dessus. Ça a été de la paille, ensuite du foin, ensuite de la paille. Et là cette année, je fais un couvert de seigle. Et puis là j'avais fait deux tests là, en fait, de culture. Un test en légumes racines et un test en légumes feuilles. Voir comment les plantes réagissent, tu vois. Ouais. Et elles réagissent super bien. Et quand on jette un petit coup d'œil au sol, on voit la souplesse, tu vois. Regarde ça, direct à du ver de terre. Et tu vois, on est sur un truc, un beau petit couscous. Et encore là, c'est trempé, tu vois. Oui, là, Donc faut imaginer au printemps. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas faire Et tu comment m'as- après? Tu vas faire débroussailler? Tu vas faire comment en fait? Là, je suis en train de bosser avec un forgeron et on va faire un rouleau faca. Donc c'est un rouleau avec des lames. Ouais. Et en fait, le rouleau, on va le passer dessus et les lames vont couper la matière. Et après, donc là, c'est du seigle, donc il y a de fortes chances que ça reprenne du bas en fait. Donc l'idée, c'est de ne pas travailler le sol. Et pour pas travailler le sol, il y a 2 solutions. C'est soit 30 cm de paille, soit une bâche. Voilà. Ouais. Donc moi, je vais faire un entre-deux, c'est-à-dire que je vais mettre 10 cm de paille et une bâche. Voilà. Donc ça sera une bâche pendant 1 mois à peu près, suivant l'ensoleillement, et la paille qui sera mise avant de mettre la bâche. Histoire de d'étouffer le céréal. Ton Quoi. sol, il sera travaillé tranquille. Et le sol, lui, il va être travaillé par le système racinaire du seigle. Voilà. Et là-bas, au fond, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai intégré des légumineuses avec le couvert. Là-bas, l'autre zone qui est verte. L'autre qui est derrière, qui est bien verte. Là, du coup, on va avoir une zone. Bah là, faut imaginer au mois d'avril-mai, avec un truc qui va monter comme ça, là. Et tu vois, à l'origine, j'ai ça, là. Ouais, bah oui, comme Ah ouais. Tu vois, à l'origine, j'ai ça. Voilà. À l'origine, j'ai ça. Et tu vois, à la fin, une fois que c'est travaillé un petit peu et tout, bah on a un sol qui est carrément différent. Voilà. Ouais. Tu vois, on voit, c'est aéré et tout, alors qu'il a plu. Bah, on a pris Cher. 300 mm en 1 mois. Ouais. On a pris cher. On Là, voit bien que là, ça absorbe bien l'eau. mais on le voit même à la couleur des plantes. Hein. Tu vois, Ouais. le seigle, il est en santé là. Il est bien. Ouais, tout fait. Ah ouais, il est pas étouffé. Il est pas jaune. Il est pas jaune. Il pousse très 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 bien. Je suis très content. Et tu vois là à côté. Et là à côté, là on est sur paillage de bois. Ah oui, ça glisse. Et là à côté on est sur paillage de bois. Non, pas paillage d'ailleurs, c'est gros apport de matière carbonée. Donc ça c'est des déchets de comment on appelle ça, de bûcherons. Ouais.
Et là, du coup, c'est très grossier. On voit, tu vois des gros morceaux de bois. Bah, tout ça, c'est un stock de nourriture en fait pour le sol. Et donc Et t'as mis ça quand, ça? Ça, j'ai mis ça là, ça fait il y a 2 ans là maintenant. Ça va faire sa 2e année cette année. D'accord. Et t'as cultivé dedans directement? Donc j'ai mis ça en juin il y a 2 ans. Ouais. Donc l'année suivante, donc ça a passé un hiver complet sur le jardin sans être cultivé. Et dès que les sols se sont réchauffés, j'ai intégré ici les cucurbitacées. Voilà. D'accord. Et ça a très bien marché. Très très bien marché. Et là cette année, si on se rapproche un peu des cultures, bah, on voit que le bois en surface, bon, on a encore des gros morceaux, mais si on vient gratter un petit peu, bon, on se rend compte qu'on a un truc avec plein de mycélium en fait. Prends-les dans ta main qu'on voit la texture. La texture, on a un truc, voilà quoi, on a du terreau quoi qui est en train de se faire. Donc là ça va être très 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 riche. Donc j'ai fait un test avec de l'ail et puis des échalotes. C'est peut-être un peu trop riche d'ailleurs pour l'ail et l'échalote. T'as pas de fin d'azote. T'as jamais eu de fin d'azote. Là il n'y aura pas de fin d'azote, non. Non. Parce que c'est fait dans un certain ordre et un certain temps. Si j'avais cultivé tout de suite en même temps que je l'avais mis, il y aurait eu une fin d'azote. Parce qu'il y aurait eu une concurrence au niveau des bactéries, au niveau du sol. Mais là, vu que j'ai attendu un petit peu, j'ai mis en place les choses tranquillement, il n'y aura pas de fin d'azote. Après, tu as des outils pour contrer cette fin d'azote. Tu peux utiliser, si par exemple, j'en sais rien, pour un facteur économique, tu n'as pas le choix de lancer ta culture tout de suite dès la première année, tu peux utiliser des purins ou des préparations fermentées. Tu sais, tu prends du lithofère ou des trucs comme ça. Et là, du coup, tu vas équilibrer en fait tes bactéries dans ton sol et ça va éviter la fin d'azote. La fin d'azote, c'est une histoire de bactéries. Ni plus ni moins. Et là à côté, tu vois l'autre couvert bien vert foncé, là c'est. Voilà quoi, c'est bon ça. Et là c'est récent, hein, pour ceux qui se disent ouais mais ça fait 10 ans qu'il est sur son terrain et tout, non. Là cette partie-là, c'est la dernière partie que j'ai créée dans le jardin. Pour te donner un ordre d'idée, celui où c'est vert derrière là-bas, cette année en 2024, ce sera sa 2e année de culture. Donc le procédé, c'est maintenant je retourne plus tout mon terrain au croc pour retirer les racines de jonc. Maintenant je fais un bâchage long. C'est-à-dire pendant 1 an je bâche. Ensuite je retire la bâche, je mets de la matière organique. Donc en gros je commence souvent par du foin. Je fais une culture de pommes de terre sur foin. Donc je mets du foin, je laisse le foin s'imbiber tout l'hiver. Vers le mois de mars, je balance les pommes de terre. Parfois je le fais même à la volée tellement que ça me saoule de les placer. Je prends mon sac, je les jette comme ça, comme du blé, tu vois. Et je recouvre tout avec 30 cm de paille. Et s'ils annoncent un printemps un peu froid, je mets un voile, un P17 ou un P19, tu vois, où je double. Et puis voilà quoi. On parlait des rendements tout à l'heure de patates et tu me disais que effectivement t'as pas de problème de rendement avec cette technique-là, hein, parce que beaucoup pensent que à faire des patates sous foin, ça marche pas, mais ça marche. Si, ça marche. Alors il faut que ça remplisse plusieurs conditions. Déjà, faut avoir un petit peu d'humidité quand même au printemps. C'est-à-dire que si on a une sécheresse précoce, ça peut réduire les taux de production. Mais s'il y a assez de pluie jusqu'à la fin de la culture, là j'ai fait parce que les premières planches qui ont été récoltées, c'était en patates nouvelles. En patates nouvelles, je sortais des patates comme ça, et je sortais, allez, on va dire 1 kg par pied. En pommes de terre nouvelles. Magnifique. Et en bonne santé, hein. Pas de maladie, rien. Et en fin de culture, quand j'ai fini de tout ramasser vers le mois de juillet, un truc comme ça. Je faisais des pieds à 2 kg. Ah ouais. Ouais. C'est un rendement standard, quoi, un rendement normal. C'est un bon rendement, ouais. En sachant que les pommes de terre ont été jetées, paillées et zéro intervention, quoi. Tu vois. Pas de butage, rien. Et à la récolte, tes patates elles sont propres, donc t'as même pas le nettoyage à faire derrière. Ouais, c'est cool ça. T'arrives, ta pomme de terre, elle est propre comme si elle avait été lavée. Je connais. Hein. Non, c'est trop bien. Non mais je te dis, je sais que tu connais, mais... Et ça derrière, ça te prépare des sols. Quand tu veux démarrer par exemple, ça te prépare des sols
hyper riche derrière, quoi. C'est-à-dire qu'en grosso modo, tu auras un total de 20 kilos, voire plus, de matière organique qui auront été déposées sur le sol en première année. Par Donc, mètre carré. par mètre carré. Et du coup, derrière, en fin de culture, qu'est-ce qui se passe? Toute cette matière organique-là, elle s'est décomposée par la vie du sol. Et moi, ce que je fais ici, parce que donc, je suis en hydromorphie, donc ce que je fais, c'est que souvent au mois de fin août-septembre, avec ma petite motobineuse, là, je viens brasser en fait toute cette matière de manière à ce qu'elle soit bien mélangée. Alors en passant la motobineuse, je vais venir gratter 3 cm de terre qui est en dessous. Je vais tout mélanger et derrière ça me fait un terreau de folie, quoi. Histoire de réactiver les bactéries en fait aérobies. Aérobique, ouais, pour que ça fonctionne. Alors là, de la hauteur de la planche, donc ça veut dire que là sur 15 cm, 15-20 cm, j'ai un sol de qualité qui est aéré avec les bonnes bactéries dans mon sol. Et quand tu vois dans l'allée là, faut imaginer que sous ça, quand on arrive là, c'est comme ça, hein. Donc moi ici sur un terrain hydromorphe par exemple, j'essayais de me persuader jusqu'à maintenant que j'aurais jamais besoin de travailler mes sols. Mais sur un terrain hydromorphe, si je ne travaille pas un moment mes sols avec une grelinette pour aérer ça, ce sol-là ne se transformera jamais. Donc j'ai deux solutions, c'est soit je travaille mon sol, soit je fais des apports massifs de matière organique. Mais quand je dis massif, c'est que là on table sur du 40 kg au mètre carré de matière organique, donc autant dire que c'est énorme, pour pouvoir créer un sol sur le sol. Oui, et puis au final, pour apporter autant de matière organique, il faut de la mécanique, il faut du... Ah là là, à fond, c'est simple. Là, le bois, il n'arrive pas de mai, hein. Le bois, il arrive des forêts centrales du centre de la France ou de l'est de la France. Le bois, c'est des bûcherons, c'est des tronçonneuses, c'est des camions pour transporter le bois jusqu'au bûcheron qui est en local. Ensuite, il y a le bûcheron qui vient me les livrer sur place. Et tout ça, c'est du thermique, c'est de la machine, c'est tout ça. Il n'y a que moi, un peu fou, quand j'entretiens une haie, tu vois, j'y vais à la hache, quoi. Il n'y a pas de tronçonneuse, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et j'en fais pas du broyat. Tu vois, j'en fais pas du broyat. C'est-à-dire que moi, tous mes déchets, quand j'entretiens une haie et que je coupe des branches, les branches, je les broie pas. Parce que j'ai pas de broyeur. Je fais quoi? Je fais des haies sèches, ou sinon je fais des tas, tu vois. J'écrase tout, et puis j'attends que ça se décompose. Tu vois, là j'ai un tas derrière, là, tu vois. Bon, les branches, je les mets dessus, et puis ça se décompose, et ça me fait du terreau dans 3-4 ans, tu vois. J'aurai un bon terreau forestier en stock, tu vois. Et après, c'est le temps qui fait l'affaire. En fait, le pétrole, c'est quoi? C'est juste pour nous faire gagner du temps, hein. Oui, voilà. Juste. Du temps et de la main-d'œuvre, quoi. C'est-à-dire, quand on parle de 400 esclaves thermiques, c'est vrai, hein. Tu vois, quand tu creuses une mare, moi j'ai mes mares quand j'ai fait venir une mini pelle. Avant de la faire venir, j'ai commencé à le faire à la main. Autant te dire que oui, ta mini pelle, elle te remplace 400 esclaves, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Et pour le sujet par exemple des bâches, ça c'est un truc qui revient très souvent. Les bâches, c'est pareil, c'est 400 esclaves. C'est-à-dire que pas de bâche, enherbement. Enherbement, manœuvre. Pour désherber. Parce que les mauvaises herbes dans le jardin, alors oui, ça peut marcher, mais trop de mauvaises herbes, ça rentre en concurrence avec tes légumes. Et il y a certains légumes, si tu laisses des mauvaises herbes, tu fais rien du tout. Là, moi, je me suis fait avoir avec du plantain qui a envahi une planche avec, par exemple, de la betterave. De la betterave, tu te rappelles les billes à l'école? J'avais des betteraves grosses comme les mammouths. Tu te rappelles du mammouth? Celui où tu t'éclates le doigt l'hiver dessus, là. J'avais des gros trucs gros comme ça, tu vois. Moi, je peux pas me permettre d'avoir de la petite betterave comme ça. C'est très bon, hein, la petite betterave, hein. Mais à un moment donné, si tu veux, faut manger, hein. Tu me disais, tu sélectionnes les mauvaises herbes, les adventices que tu vas laisser, que tu vas enlever en fait. Ouais, tout n'est pas mauvais. C'est-à-dire que sur une planche de culture, suivant ce qui va pousser sur cette planche de culture, que parfois je vais avoir du trèfle, je vais avoir du lotier corniculé par exemple, j'en ai qui poussent dans le jardin sauvagement ici. Ça je leur tire pas, tu vois, c'est des légumineuses sauvages, je les laisse. Tu vois, tout ça, ça va meublir mon sol et tout. Pareil, tu vois, regarde là, j'ai une zone là qui s'est complètement enherbée. J'ai une zone qui s'est complètement enherbée.
Là, il y avait de la mâche. Et pourtant, j'avais fait un faux semis. Mais bon, là le faux semis, voilà, ça n'a pas marché. La mâche sans film de paillage, c'est une catastrophe. C'est une horreur. C'est hyper dur, c'est hyper dur. Ah ouais. Franchement, c'est hyper dur. Et du coup, là, j'ai des adventices qui poussent. C'est pas grave, hein, tout ça, ça travaille mon sol. Oui. Bah après, là, c'est quoi? C'est simple, c'est soit je mets 25-30 cm de paille, soit je mets une bâche. Si je veux me débarrasser de ça. Donc, soit je fous une grosse bâche. Et la bâche, c'est de la bâche de recyclage, hein. Ouais, voilà. Non, on fait C'est- pareil. Ça, c'est de la bâche, tu sais, l'ensilage des agriculteurs. Tu vois. Sinon, ils la jettent. Ils la jettent et après, Donc moi, je la recycle, elle va me servir pendant 10 ans, tu vois. Si c'est bien stocké, ça marche, et puis voilà. Puis bien sûr, qui dit jardin dit arbre. Et du coup, là, ici, dans cette partie-là, on est sur un modèle un peu agroforesterie, avec des rangées d'arbres. Et du coup, j'ai une zone avec 10 mètres entre deux rangées d'arbres, et une zone avec 8 mètres entre deux rangées d'arbres. Donc, t'as entouré Voilà. tes modules, en fait, C'est ça, d'arbres. c'est ça. Donc là, Et on voit, Là, il y a une Ici. rangée d'arbres. Alors, tout ça, ça a été planté il y a l'année dernière. là, c'est un module. Là, et puis après, il y a après, une autre rangée d'arbres. On va dans la paille, là, les arbres. Et je vais même pousser le vice, c'est-à-dire que là, sur mes zones ici, là, entre les jardins, pour fermer mon carré, je vais mettre du petit fruit. Ou de l'arbre, mais de l'arbre en quenouille, tu vois, du Ouais. petit. Histoire qu'au niveau du soleil, tu vois, j'ai la luminosité qui rentre sur mes jardins. Et du coup, ça me fera des cultures de légumes, de petits fruits, et quand les arbres sont plus grands, de lianes, tu vois. Faire pousser de la vigne, des trucs comme ça dans les arbres. Un peu à l'ancienne, quoi, comme dans le temps. Et du coup, les arbres, bah, c'est quoi? C'est de la matière carbonée. Les pommiers, tout ça, ça se taille. Donc du coup, ça fait du bois ramené au sol. Les feuilles tombent, c'est de la matière carbonée qui revient au sol. Et puis tu as tous les systèmes racinaires qui viennent drainer les sols, casser les roches-mères, ramener les nutriments en surface par le biais des feuilles qui tombent après au sol. Ça ramène de la nourriture pour nous les humains et pour la biodiversité, quoi. Voilà. C'est des fleurs qui pollinisent, donc des insectes qui se nourrissent. Et puis la boucle est bouclée et tout le monde est content, quoi. Donc l'idée, c'est de créer un cercle vertueux de culture dans le respect de la nature, de l'humain, et puis que tout le monde en profite, quoi. Voilà. Tiens, regarde, ça c'est mon chauffage. Ça, c'est ton chauffage. Tu sers. Oh, c'est un truc. Regarde, Un petit ventilateur dedans. ah, il y a un petit panneau solaire. Ça, c'est du recyclage, hein, pareil. Hein. Ça, c'est un chauffe-air. Attends, bouge pas. Ça, c'est un chauffe-air solaire. Tu vois, avec le petit ventilo qui est là. Et en fait, ça marche très bien l'hiver. Parce que l'hiver, le soleil, tu vois, il est très bas. Donc, il vient bien taper sur la vitre. Il chauffe l'air. Panneau solaire, un petit ventilo à l'intérieur. Et je viens, en fait, chauffer ma grande serre avec ça. Trop bien. Enfin, chauffer. J'apporte un peu plus de chaleur à la grande serre avec ça. Et c'est quoi? C'est un ancien volet qui est derrière, qui est noir là? Ah non, ça c'est un truc, tu peux l'acheter tout fait. Mais ça, c'est un don en fait d'un client qui m'a filé ça en fait. Ça marchait, ça allait plus et, D'accord. et il me l'a filé. Et ça marche trop bien. Et en fait, ça sèche l'air en même temps. Tu as un filtre, ça assèche l'air. Donc dans une serre, tu sais, l'hiver c'est souvent trop humide. Et du coup, c'est pour ça il va servir l'hiver. Et l'été, l'idée c'est de mettre un séchoir derrière. Et tu vois, tu mets ta main là. Hein. Ah non, mais c'est ouf. T'as vu, ça t'envoie de l'air chaud. Ah, trop bien. Et du coup, ça envoie de l'air chaud sec dans la serre. Comme la serre est trop humide, tu sais, il commence à y avoir un peu de Ouais, condensation. mousse verte là, qui pousse là. Et du coup, ça sera pas plus mal. Bon, en même temps, avec une couche chaude, l'humidité laisse tomber quoi. Attends, on va fermer, on va profiter de cette belle chaleur. Tac. Petite couche chaude. Ça, c'est les seuls apports de matière animale que je fais rentrer dans le jardin. C'est que pour faire de la couche chaude. Et là, t'as combien d'épaisseur là? 1 mètre là, facile? Là, oh non, 1 mètre, ça arrive là. Donc là, on doit être à 60. 60. Ouais, un bon 60. Ouais, je sais pas si j'ai 1 mètre qui traîne là. Non, il doit être dans le bureau. Ouais, 60. 60 à peu près. Et là, je vais monter à, une fois qu'elle sera au plus chaud, je vais monter à 70 degrés au cœur. Et en fait, ce que je vais faire là pour celle-là, par exemple, je vais prendre une bâche noire. Encore une bâche. Je vais prendre une bâche noire. En fait, je vais l'entourer avec la bâche noire. D'accord? Parce qu'en fait, c'est des bactéries qui se développent dans le noir. Donc, moi, l'idée, c'est que toute la matière se décompose. En fait, ça me sert de couche chaude, mais ça me sert aussi de composteur. Tu vois?
Et du coup, tout le fumier là va se composter. Et c'est le seul amendement animal que je fais ici dans le jardin, c'est ce qui provient de mes couches chaudes. Et après ça part soit sur les couches chaudes, soit dans les allées. Tu vois, j'épand le truc dans les allées. Et après, en fait, la fertilité, elle n'est pas que là où tu la poses, quoi. Tu vois, elle se diffuse. D'accord ? Donc dans les allées, ça vient diffuser après sur les planches de culture. Et l'automne d'après ou le printemps suivant, avec ma pelle, je viens et je mets ça sur mes zones de culture. Tac, 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 tac. Et je rebouche mes allées avec de la matière qui vient se décomposer, quoi. Donc là, ici, ça va être pour lancer aubergines, poivrons. Là, très prochainement, dans les jours qui vont venir, dès que ça va monter en température, je vais lancer ça. Et en fait, ce que je vais faire, parce que ça monte trop chaud, tu vois, c'est vraiment très chaud en surface. Et du coup, je prends ça là, tu vois, je vais le mettre comme ça, ou comme ça, je vais voir comment stratégiquement, comme ça, ouais, ça va être bien, j'en mets 2. Et je vais poser en fait ma plaque dessus en fait. Tac, tac. D'accord. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'une couche chaude, ça chauffe. Et souvent, on voit de la fumée qui sort. En fait, la fumée qu'on voit qui sort, c'est de l'eau. C'est l'eau de la couche chaude qui s'en va. Or, une couche chaude est efficace quand elle reste humide. Et alors, en mettant ces bacs-là, il y a évaporation, condensation, et ça réarrose en fait la couche chaude. Donc je la garde humide encore plus longtemps. Et ici, là, ça me fait un stock d'air chaud, tac, tac. Et du coup, ça diffuse la chaleur. Et après, dans mes bacs de culture, je vais avoir un petit 30-32 degrés pour les aubergines, ça va être parfait. Je pense qu'en 4 jours, poup, ça va sortir, ça va germer, ça va être nickel. Ça évite d'avoir ça devant ta baie vitrée. Par exemple. Par exemple. Mais après, le problème, c'est que c'est des tonnes et des tonnes de matière. Là, pour donner un ordre d'idée, là, pour faire juste cette couche chaude là, c'est l'équivalent de... rien, tu vois bien, hein, tu fais 1 mètre cube. Je pense qu'on a largement 1 mètre cube si on va... Ah oui, oui, ah oui, ah oui. En tout, tu dois avoir 4 mètres cubes là. Ouais. Ah oui, facile. Là, je dois avoir 1 mètre cube ici, là. Ouais. Tu vois, 1, 2... Ouais, je vais avoir 3 ou 4 mètres cubes. Et 4 mètres cubes de fumier, il faut les brasser. C'est du... Ah ouais, bah, je sais, c'est ce qu'on fait. Et là, elle est tassée. Hein. Enfin, elle est tassée à la fourche, tu vois. Mais je veux dire, c'est... Voilà, faut que ça soit tassé, mais pas étouffé. Ouais. Faut qu'il y ait de l'oxygène qui circule dedans, tu vois, pour que ça fonctionne bien. Et après, ça te fait un truc comme ça, regarde, tu vas voir. On voit que tu as commencé tes semis. Ouais. Voilà, les souris me mangent tout, donc je suis obligé de démarrer en godet les fèves. Sinon, les souris me mangent tout. Tu vois, là, par exemple, là, au niveau de celle-là, j'ai... Tu vois, cette nuit, je suis pas descendu... Voilà, tu vois, là, on est à température actuelle. Là, on est à 19,5. Le max, je suis monté à 24. Et le mini, cette nuit, je suis monté à 10 degrés. 10 degrés, alors qu'il a fait... Cette nuit, il a fait... Ça a bien baissé cette nuit, parce que j'avais 3 ce matin. Ouais, Là... mais il a fait 0 au plus froid. Ah ouais, tu vois. Donc du coup, tu vois, ça me permet de lancer mes cultures. Bon, bah, il est tombé. Ça me permet de lancer mes cultures, tu vois, sereinement. Et puis de pouvoir repiquer les laitues. Là, j'ai des petites boutures que je veux pas que ça aille froid, là, tu vois, que j'ai mis là. Là-bas, j'ai des boutures de thym. Là, j'ai mes petits poireaux ici, là. Hop, cette année, je démarre les poireaux de la graine. Et puis de l'autre côté, j'ai fait un test de germination de tomates, tu vas voir. T'en as de l'ISOP chez toi ? J'en avais. T'en veux ? Prends, moi j'en ai plein, regarde. Tout ça c'est de la graine. Je suis parti de la graine là. Ouais. Tout ça c'est de l'ISOP parti de la graine. Tu vois, c'est impeccable. Et ça c'est du thym, tu vois, ça c'est du thym rampant, c'est le thym luisant. Là. Ça sent super bon ça. Alors tu sais, t'as le thym d'hiver, mais lui dès que tu lui mets les racines dans l'eau, il crève. Tu vois, il supporte pas l'eau. Eh ben, figure-toi qu'on a eu une super surprise, nous. Ah, c'est jamais la première année, hein. Attention, hein. C'est sur la 3e, 4e année. Dès que ses racines commencent à trop plonger. On va voir parce qu'on l'a mis dans une butte de glaise. Ah oui ? Ouais. Ah, tu verras. Tu vas se faire ton expérience. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et là, tu vois, un petit test de germination de tomates. On rappelle qu'on est même pas le 20 janvier. Hein. On est le 20 janvier, je l'ai fait ça mi-décembre. Bon, elles font la gueule, hein. Elles ont Ouais. filé, c'est clair. Et puis, mais bon, je vais quand même, tu sais, pour m'amuser, tu sais, pour le côté expérimental, Ouais. je vais m'amuser à les rempoter dans un gros pot tout de suite, tu vois, et voir qu'est-ce que ça va donner. Mais bon, là, on est sur de la cœur de bœuf. Voilà, on verra bien. Si ça marche, il y aura des tomates au mois de mai. C'est cool.
issu de méthode de la permaculture. Hein. Donc c'est top, c'est top. Ouais. Tu vois, là, j'ai un petit bassin. Ça là, ça c'est ma... Comment on appelle ça? Ça c'est l'été. Tu fais de l'hydroponie? Non, c'est l'été en fait, ça, cette masse d'eau là, il y a 5 mètres cubes d'eau là. Cette masse d'eau me crée de la fraîcheur l'été dans la serre. Trop bien. Et en fait, Ah ouais. là, tu peux avoir hyper chaud et tu passes ici juste à côté en plein été, tu passes ta main au-dessus et tu sens une fraîcheur, c'est hallucinant. Grâce à l'évaporation. Avec l'évaporation, et puis il y a tellement d'eau qu'avant que l'eau chauffe, tu vois, bah, il faut que ça soit long. Puis en hiver, ça doit te rajouter une masse thermique. Et l'hiver, ça rajoute une masse thermique. Ouais. L'hiver, ça fait une masse thermique. Bon, après, pour que la masse thermique fonctionne bien, il faudrait presque que je bâche avec une bâche noire au-dessus pour chauffer l'eau, tu sais, comme une piscine. Tu sais. Et comme ça chaufferait l'eau et la masse thermique ferait que ça renverrait la chaleur. Mais l'eau, elle est pas froide. Hein. Même quand il a fait, je crois, au plus froid dans la serre, là, j'ai eu -2. Donc tu vois, si dans la serre, j'ai eu -2, c'est que dehors, j'ai dû avoir un -4, -5 au moins. Donc dans la serre, tu as eu -2 et sous le voile, donc Peggy 7 ici, Ouais, tu as eu 10. 10 Ouais. au minimum. Ouais, c'est ça. Et pour donner un... Là, j'ai une autre serre à côté. Là, dans la serre, elle fait 50 mètres carrés. La couche chaude représente, en termes de surface occupée, elle représente 1/6 de la serre. Et au niveau des tomates, sous P17, alors qu'il a fait -3, -4 au moins dehors, j'ai eu 3 degrés. C'est descendu que à 3 degrés. Donc j'ai sauvé mes patates nouvelles, tu vois. Et pourtant, c'est une petite serre qui fait 50 mètres carrés. Donc le volume d'air chaud est moins important, quoi. Et là, ici, tu vas bientôt avoir des fenouilles à récolter. Ouais. Bon, moi, il m'a fait halluciner quand tu m'as montré ça. Tiens, il y a des petites laitues là, pareil, là, elles sont bien là. Et là, t'as des beaux petits fenouils. Beaux petits fenouils, tu vois là. Tac. Commence à être bien sympa. Commence à être bien beau. Fenouil sur lit d'épinards. Sur le c'est juste fou. Fenouil sur lit d'épinards. Bah, ça fera du petit fenouil, tu vois. Variété Solaris. Ça sent bon, hein. Ça commence déjà à sentir super bon. bon quand tu ouvres ça. Et attends, il y a un truc que je veux te montrer là, qui est hyper important. C'est un bon petit conseil pour les jardiniers qui ont des soucis avec la Tuta absoluta. Regarde, t'es pile poil dans la zone. Si, ah bah j'en ai vu un. Là. Non, ça c'est des moustiques. Alors, on va essayer de le trouver là. Mais attends, on va essayer d'en choper un. C'est quoi que tu cherches? Le Macrolophus. En fait, c'est un petit insecte, il est vert. Et lui, il adore se loger dans le calendula l'hiver. Et en fait, lui, il vient manger des larves. Les larves et les œufs de la Tuta absoluta. Alors, il est tout petit, il faudrait arriver à le... J'espère qu'il a survécu. C'est ce qui va garantir ma bonne saison de tomates en fait. Si j'ai pas ça, il y aura la Tuta. Ouais. Ouais. Parce que tu l'as déjà eu Ah ouais. la saison dernière, tu m'avais dit? Pas dans cette serre là, mais dans les autres, ouais. Alors il y a 3 semaines, j'en ai vu. Là, je l'ai. Hop là. Alors, regarde. Ils adorent se mettre sous. Attends, je sais pas où il est. Regarde. Là. Alors. Là, on le voit bien. Tu le vois, ça c'est le Macrolophus. Alors sur fond jaune, ça va être trop beau. Ça c'est le Macrolophus. Et ça, ce petit insecte, il est hyper précieux. Il y a les grands maraîchers industriels achètent des cartons de ça et ils les jettent dans les serres pour lutter. C'est de la lutte biologique en fait, pour lutter contre la Tuta absoluta. Voilà. Donc moi je garde toujours des calendulas dans mes serres maintenant. Donc ça c'est un maraîcher sur Soulan qui m'en avait parlé. Parce que j'avais eu le problème, je lui avais demandé, j'ai dit mais Caro c'est quoi le truc et tout, comment on fait? Elle m'avait dit essaye avec le calendula, ça attire ce truc là et le Macrolophus et du coup ça régule en fait la pression avec la Tuta quoi. C'est marrant parce que la Tuta qui est arrivée, donc Des- maintenant elle est un peu partout. Ouais. On disait il n'y a pas de solution, il n'y a pas de moyen de contrôle de ce ravageur là. Si. En fait il n'y a pas de moyen de contrôle chimique finalement, mais avec des... Alors si chimique il y est, avec des phéromones, tout ça, avec des insecticides,
Sauf que au niveau agriculture biologique, si tu veux, c'est pas top. Et je crois que c'est même pas autorisé. Donc les phéromones sont autorisés. Donc on va attirer les mâles pour éviter qu'il y ait la reproduction et du coup qu'il y ait une trop grosse pression au niveau de la reproduction. Mais moi ici, là, l'idée c'est de ne pas lutter contre, c'est travailler avec. Ouais. Et travailler avec, c'est quoi? C'est travailler avec le Macrolophus. Donc l'idée c'est de chercher où est-ce que le Macrolophus se sent bien. Il se sent bien dans le calendula, donc je mets du calendula. Voilà, et l'idée c'est la serre c'est une zone de production, mais c'est aussi une zone de production de biodiversité contrôlée, parce qu'on est dans un environnement contrôlé. Et là l'idée c'est de laisser pousser certaines plantes qui vont attirer certains insectes et créer une biodiversité dans un milieu contrôlé, quoi. Voilà. C'est tout un autre exercice, hein. Une serre c'est un exercice, c'est pas du maraîchage plein champ. Une serre, c'est encore différent, quoi. Parce que c'est toi qui contrôles la pluie, c'est toi qui contrôles la matière organique qui vient se déposer sur le sol, tu contrôles tout. Donc là, il faut être très vigilant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des serres où ils ont mal contrôlé ça et du coup, ils se retrouvent avec des bactéries qui te détruisent tout dans le sol. Et c'est des serres où tu peux plus jeter une graine dans le sol sans que la graine pourrisse. Et il y en a, ils sont gênés avec ça. Donc voilà, faut faire très attention. Donc la vie, et puis du carbone, quoi. Tu vois là, même dans mes allées, tu vois, on dit dans les allées, les allées, voilà, dans mes allées, c'est là on a ton sol de départ qui est là. Ouais, le sol de départ il est là, tu vois, bien gras. Et du coup, je mets du carbone partout. Tu me disais, fin de saison, tu remets ce que tu as mis dans l'allée. Ouais, c'est ça. Et en fin de saison, après, ça vient ici, là. Et tu vois, hein. Regarde-moi ça. Ça, on est sur un sol qui est pas dégueulasse, quoi, tu vois. C'est agréable, hein. Bien. Ouais, ça sent bon. Puis t'as des turicules partout, tu vois. T'as des turicules. Ouais, donc là, ils n'ont pas été, eux, détruits par la pluie. Ah non, ça c'est ma main. Il y a un peu de mousse, tu vois, qui pousse, mais bon, là, c'est normal, hein. C'est le problème de l'hiver ici. Il y a tellement d'humidité en dessous que t'as pas assez d'aération et t'as de la mousse qui se pose sur le sol. Ouais, on a pareil dans notre serre. Ouais, c'est le problème des sols hydromorphes. Tu vois là. Mais bon, là, il y a 3 ans de travail, hein. C'est pas. Moi, souvent, ah ouais, mais c'est long. Oui, c'est long. Ah, ça t'apprend la patience, le jardin. La patience, humilité, et puis observation, c'est thérapie, quoi. Thérapie, hein. C'est Ah, thérapie, j'adore quand tu dis ça. Tu peux l'expliquer ce truc, la thérapie? la thérapie, c'est pas. On peut aller voir un thérapeute ou on peut aller mettre les mains dans la terre, quoi. C'est deux choses. Il y en a une, c'est plus simple que l'autre, quoi. Mais les mains dans la terre, c'est une thérapie, quoi. Terre, T-E-2-R-E, H-A-2-P-Y, tu vois. Ou t'as l'autre, la thérapie, quoi. Mais les deux ont le même effet. Voilà. Ah ouais, non, mais. Faut l'expérimenter. Ouais, on est en meilleure santé quand on met les mains dans la terre. Ah bah oui. De manière, c'est prouvé, hein, même scientifiquement, c'est prouvé, ce lien au sol et des échanges énergétiques, tu vois, qui se passent, parce qu'on est tous énergie. Tu es énergie, toi aussi. Tu as plein de trucs qui circulent en toi qui fait que même autour de toi, on dit les gens radient, tu vois, on a une espèce d'aura ou je sais pas quoi. Mais en fait, oui, c'est vrai, on la dégage par rapport à cette énergie que l'on a en nous, en fait, tu vois. Et on est tous énergie. Tu as des gens qui foutent en l'air tout ce qui est électronique, tu vois. Sabrina doit avoir une énergie à fond, tu sais, elle fait déconner Triangle des Bermudes. C'est elle. Ça c'est une petite découverte là de cette année. Le radis rosa. Rosa de Chine. Regarde ça. Regarde. C'est pas beau ça? Ah, il est magnifique, hein. T'as vu ça? Regarde ça, ce petit rose là qui va au blanc, ces couleurs là, rose vert. Et ça c'est succulent ça. Je sais pas si tu le connais. Là il commence à être un peu fibreux. On fait un radis rose aussi, mais pas celui-là. Ça c'est le rosa de Chine. Le rosa de Chine là il commence à monter à graines. Ouais. Donc tu vois là je vais en récolter quelques-uns qui montent pas ou qui commencent tout juste. Et tout le reste là ça va être un petit coup de houe là pour tout couper. Et puis je vais laisser au sol, mettre un coup de paillage. Et puis je vais attendre tranquillement le printemps, tu vois. En général, moi les tomates, je les mets tomates, poivrons, aubergines, Pâques. Vers Pâques. Pâques sous serre, tu vois.
pack sous serre. Donc là, toutes les zones de culture, là, pour le moment, je pense que les choux, là, je vais les couper, les broyer, les laisser au sol tranquille. Et puis après, je vais laisser mon sol et puis je vais le préparer pour Pâques, en fait, pour pouvoir lancer la saison de tomates, tout ça. Ça va être encore de la folie, ça. Et là, l'objectif cette année, ça va être densification des cultures. Et du coup, là, je vais m'inspirer un peu des travaux de... Tu vois, Jean-Martin Fortier, par exemple, le maraîcher star canadien. Je vais pas faire comme lui, parce qu'en fait, la méthode, lui, qu'il apprend, c'est super intéressant. Hein. Mais derrière, il faut avoir le système de vente qui va derrière. Parce que c'est bien de faire de la culture, de cultiver à mort et tout, hein, mais derrière, il faut pouvoir le sortir, ton légume, et le vendre, en fait. Ouais. C'est un peu le but, quand même, au final. Moi, mon modèle, c'est pas celui-là. Donc, je vais m'inspirer et l'adapter à mon modèle. D'accord ? Donc toi, c'est quoi ton modèle toi, Moi, mon modèle, c'est comme je disais tout à l'heure, je fais énormément d'accueil client. Donc, je passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie, des visites sur le lieu. Donc, moi, l'idée, c'est de cultiver, mais il ne faut pas que je passe non plus trop de temps. Pour donner un ordre d'idée, hein, une journée type en pleine saison, on va dire pleine saison, tu vois, juillet, on va dire. En gros, ça va être... Je vais bosser au jardin, on va dire, de 5h30, 6h, tu vois, jusqu'à 9h30. Et à partir de 9h30, 10h, j'ai déjà du monde qui va arriver, quoi. Oui. Donc de 10h à 16h30, 17h, voire plus tard, encore le soir, parce que quand l'été il fait beau, tu sais, les gens ils kiffent traîner, sortie de boulot, un petit tour et tout. Donc 19h30, 20h. Et après, c'est de 20h jusqu'à 22h. C'est mes 2 tranches horaires de travail. Donc je travaille de 5h à 9h. Et de 20h à 22h. Puis, ouais. Au jardin. Entre les deux, très souvent, je suis occupé avec de l'accueil clientèle. Je peux comprendre que les gens ils viennent ici. Là. On est là depuis un petit moment. Là. Puis c'est vrai que c'est ressourçant hein, ce que tu as fait. Là. C'est apaisant. Merci, merci. Puis reviens en saison, tu vas voir, c'est encore différent. C'est différent parce que là c'est l'hiver, donc on est beaucoup sur du végétatif. En pleine saison, là j'ai fait des pieds de tomates. Le truc qui faisait 5 mètres, tu es obligé de les descendre, les descendre. 5 mètres de long de pieds de tomate. Avec des grappes de partout, tu sais, de la berrao. Tu vois ce que c'est la berrao ? Alors non, ça je vois pas. Non. La berrao, c'est une tomate qui est ovale comme ça, hein, et elle pousse en grappe. Et normalement, ça fait de la petite tomate, tu vois. Ouais. À peu près comme ça. Là, cette année, je t'ai fait des tomates chères avec. Ah ouais ? Ah ouais, mais j'avais des troncs. Mes troncs de tomates, ils étaient gros comme ça. Ah la vache. Tu vois, comme ça. Là, le tronc de tomate, ouais, non, ça me surprend pas trop. En serre, ça va très vite. Ah ouais, ah bah oui. Mais des monstres, quoi. Des monstres, tu sentais une espèce de vigueur dans le truc et tout. Là, en tomate semée à la maison, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. On n'est pas sur du greffé ou du je sais pas quoi. Et les aubergines, je suis monté... Non, sérieux ? Si, là, j'avais des aubergines, elles étaient hautes comme ça. Oui. Si. Ouais. Les poivrons hauts comme ça. Ah bah. Tac, avec des canopées comme ça, paf. La permaculture, ça produit pas, non. entend dire. Non, j'ai fait des laitues. Alors le record à battre. Alors, du coup, en laitue romaine, record à battre. Prends note. 2 kg 100 la laitue. Oh non, Dieu. Et si tu veux tester la variété, c'est la blonde maraîchère. En laitue romaine. Tu l'as en photo celle-là ? Ouais, possible, ouais, je peux te l'envoyer. Ah ouais, ça serait cool. Mais j'en ai pas fait qu'une, hein, parce qu'à chaque fois quand je fais un record, tu sais, pour le valider, je veux qu'il y en ait au moins une dizaine, tu vois, pour être sûr que c'est pas un coup de chance. Quoi. Là, sur toute la planche, là, entre tu sais, l'itinéraire technique que je te disais là, avec les poivrons, ouais. Quand j'implante mes poivrons en avril, je lui mets les laitues comme ça. Et ben, j'ai fait toute la planche, c'était des laitues qui faisaient la plus légère, elle faisait 2 kilos. Oh la vache. Tu as le délire. Pour ceux qui écoutent la vidéo, en fait, c'est en interrang des poivrons qui met les laitues, hein, c'est ce que tu me disais. Ouais, en gros, faire un dessin, on va dire, ça là, c'est ma planche de culture. Je vais mettre sur 2 rangs, je vais mettre du poivron. Donc je vais mettre du poivron ici et du poivron ici, ou en quinconce. Et entre les poivrons, j'ai plein d'espaces de libre en fait. Et le poivron, il va mettre du temps à se développer avant de donner des fruits. Et toute cette zone de libre entre les poivrons, moi, il faut qu'elle produise quelque chose, quoi. Ça sert à rien. Donc, et en plus, mon sol doit être couvert, soit par du paillage, soit par de la végétation. Donc, ce que je fais, c'est qu'entre mes poivrons, je mets des laitues partout. Voilà.
Les tomates, je fais pareil et je vais mettre du persil, du chou. Tu vois, j'aime bien faire l'association avec les tomates et tout est mis en même temps. Je mets tomates, du chou rave, céleri rave, persil. Je mets et tomates. Donc je mets 4 cultures et grosso modo, quand ma planche est finie, j'ai un plant tous les 25 cm. Voilà, de part et d'autre. Donc le premier que je récolte, ça va être le chou rave. Récolter rapidement et le chou rave va laisser la place au céleri rave. Et en fait, le céleri rave va pousser tranquillement à l'ombre des tomates l'été. Tu vois, il n'aura pas de gros coups de chaleur et tout ça. Il va profiter de l'arrosage. Enfin, les tomates vont profiter de l'arrosage du céleri rave, parce que le céleri rave a besoin d'un sol humide quasiment tout le temps, mais pas trop, parce que sinon il pourrit. Donc la tomate va en profiter et du coup, moi je vais récolter mes céleri raves. Je vais les récolter septembre, tu vois, à peu près. Et les tomates, ça va être octobre, où tout va être en retiré, quoi. Donc ça me fait un enchaînement de culture toute la saison. Là, on se rend bien compte que si tu cultives comme ça, c'est pas mécanisable. Ah non, c'est impossible. C'est pas possible. T'es obligé. C'est de la micro. C'est du micro maraîchage là, tu vois. On est sur du. Voilà, même le désherbage. Là, il n'y a pas tant de désherbage que ça, étant donné que je densifie tout. Je densifie tout. Et puis pareil, au niveau du désherbage, tu vois, les carottes, je désherbe que 2 fois mes carottes. Je fais que 2 fois. Et à chaque fois que je désherbe mes carottes, c'est au moment où je fais l'éclaircissage, tu vois. Donc j'éclaircis 2 fois et je désherbe que 2 fois et c'est 2 interventions, point. Mais par contre, je vais faire très attention au moment où je vais désherber. Bah oui, parce qu'à chaque fois que tu désherbes, tu remues de la terre. Donc si tu désherbes toutes les semaines, tu remontes des graines toutes les semaines, comme tu arroses, ça regerme et du coup tu es encore obligé. Donc ce que je fais, c'est que je laisse les carottes germer. Quand elles font ça et que mes mauvaises herbes arrivent à la même taille des carottes, là je fais mon premier désherbage. Okay. Mais surtout, je n'arrose pas juste après avoir désherbé, tu vois. Je laisse tranquille. Je vais arroser que après, plus tard. Quand le sol se sera mis en place et tout ça, que les oiseaux seront venus picorer des petites graines entre les trucs, tu vois. Et ainsi de suite. Et ensuite, je vais faire mon deuxième désherbage quand mes carottes elles seront hautes comme ça et que les mauvaises herbes vont commencer à vouloir passer au-dessus. Et là, je refais mon deuxième désherbage et c'est bon, après je désherbe plus. Après, il y a la canopée des carottes et puis après, c'est bon, quoi. Après, tu as les grosses vivaces. Mais bon, en fait, c'est une proportion à gérer, quoi. Tu vois, si tu en as quelques-unes, tout ça, bon, ça passe. Si tu commences à être vraiment envahi et tout, par là, ici, j'ai de la renouée. Comment ça s'appelle la renouée La renouée du Japon ? Non, pas du Japon. L'autre, la renouée des marais ou je sais pas quoi, là. C'est une petite, là. Et c'est hyper envahissant. Alors, de temps en temps, j'ai ça. Alors, laisse tomber, quand j'ai ça, c'est une galère. Nous, on a du Rumex. Ah, bah, alors, Rumex, oui, j'en ai aussi, je connais. Là, regarde, là. Là, là. Rumex, oseille sauvage. Là, il y en a partout. Là, partout. Là, c'est une zone full paillée. Tu me montrais là tout à l'heure. Ouais, ici, là, il y a eu épaisseur. Tu vois, donc là, j'ai rajouté de la paille. Mais en dessous, là, c'est que du foin qui a été mis il y a 2 ans, qui s'est décomposé. Alors là, on est sur mon sol d'origine, là. Et là, on voit. Ça, c'est le foin qui s'est décomposé. Et là, il y a au mètre carré, j'ai mis 3 x 12, 36. 36 kilos. 36 kilos de foin au mètre carré, là. Il y a 2 ans. Première année, pommes de terre. Deuxième année, c'était un peu une zone expérimentale où j'ai fait côte de bled, du chou capton là, pour faire la choucroute. J'étais sorti des trucs de 2,5 kg, 3 kg certains. La côte de bled, là elles sont enfouies. Là. Mais côte de bled, je les ai mis en avril et elles ont produit jusqu'en septembre. Mais des trucs comme ça, très peu d'arrosage, j'ai arrosé 2 fois la zone. Je me suis même amusé à faire des tests de... Mais bon, du coup, là, le sol est hyper dur, donc ça a germé, ça a donné un fruit, mais ça n'a pas donné un fruit digne pour nous, perso, pour bouffer, tout ça passe, mais pas pour la vente. Mais en carotte, semis à la volée comme ça, ouais. Tu vois, juste en enfouissant à la main, avec un bon arrosage, ça a germé, mais ça n'a pas fait ce que je voulais. C'était une expérience. À travers l'épaisseur de foin ? Ouais. Même les plants que j'ai mis dedans, les plants ont été plantés dans le paillage. D'accord ? C'est-à-dire que les racines, il y a le fond du godet qui touchait la terre, mais pas le haut.
Le haut était juste enfoui dans le Recouvert paillage. du paillage. Voilà. Et là, il y a eu laitue, oignon, chou rave, côte de blette. Ici, c'était du chou capton pour la choucroute. Alors, j'ai fait l'association chou pomme de terre. Donc, une pomme de terre primeur, du coup, 70 jours, tu vois. Avec le chou, lui, qui est 150 ou 180 jours. Donc, l'idée, c'est que tu mets ton chou, les pommes de terre en même temps. Il y a tout qui pousse, sauf que tes patates, tu les récoltes. Et du coup, il reste que tes choux, mais eux, ils remplacent la pomme de terre, tu vois. Et du coup, c'était une zone complètement recouverte, complètement verte. Et là, je m'étais amusé à faire un truc là avec les poireaux. Mais du coup, comme mon sol n'est pas du tout travaillé, et que je suis en hydromorphie et sol compacté, bah tu vois, là, on voit, j'en ai récolté 4. Mais tu vois, ils se sont pas développés, quoi. Tu vois, les racines, elles sont sur un parpaing, en fait. C'est ça. Tiens, là, bah, tu peux même pas l'arracher, il va se déchirer, tu vois. Donc du coup, La première année, on a eu comme toi. C'est ça, c'est les poireaux, ils se développaient pas en fait. bah ouais, parce que le sol compacté. En fait, le poireau, ça a besoin de quoi? Ça a besoin d'un sol humide, humifère, aéré. Donc, soit tu fais des méga rentrées, donc c'est-à-dire que tu viens mettre ça de matière organique. Sachant que là, tu es déjà à 40 kg par mètre carré. Là, je suis à 40 km² il y a 2 ans. Donc tu vois, il reste plus rien là. Ouais. Donc en 2 ans, les 40 kg, ils ont été consommés. Alors il en reste, hein. Tu vois, on voit là, le foin là, bah, il n'est pas complètement mangé. Il reste du foin encore à grignoter par le sol, quoi. Et en fait, si tu continues de creuser, bah du coup là on va arriver sur la zone où ça s'est humifié, quoi. On va arriver sur. On a vraiment de la terre forestière. Là, on est vraiment sur du. Attends, je fais le point. Hop là. Ah oui. Sur du terreau là. Ouais, mais ça c'est. Putain, tu veux mettre ton nez dedans? Ah, t'as pas confiance? Tu veux pas coller? Ah ouais, non. Vas-y. Ouais, là, voilà. T'as raison, je suis un peu blagueur, j'aime bien faire ça. Hein. Alors, il sent bon, hein? Ouais. C'est de la bonne. Ouais. Bah, genre, tu veux savoir si ton sol il est bon, tu prends une poignée, tu sens. Ouais. Tu le sais direct, hein. Ouais. Si plus l'algue, Ah, la bah, décomposition, la vase. ça sent la vase, c'est mort. Moi, c'est ce que j'ai un peu en dessous, quoi. Ouais. Ça pue la vase. Et le sol pue, quoi. Et ça, j'en veux pas. Et ça, pour ça, bah, faut l'aérer, faut le travailler. Ou alors, faut attendre 10 ans. Faut le travailler ou attendre 10 ans et faire venir tous les ans 20 kg au mètre carré sur la zone. Donc là, on est où? Là, on va rentrer dans le mandala Renaissance. Alors, Renaissance, parce qu'en fait, tout à l'heure, on parlait de thérapie. Tu vois? Et en fait, là, moi, la création de ce jardin, ça a été ma thérapie, en fait, dans le sens où je sortais de 12 ans dans le milieu industriel, complètement fou, avec cette aliénation au travail, toujours faire plus et tout ça. Et du coup, moi, ça m'a fait péter un peu les plombs, complètement d'ailleurs. Et en fait, de me mettre à faire du jardinage, ça m'a Canalisé. réenraciné en fait dans mes valeurs humaines, quoi, en fait, si tu veux. Tu vois, j'ai retrouvé qui était Michael, quoi. Il y avait le Michael d'avant, il y a le Michael de maintenant. Et les deux n'ont rien à voir et je n'ai aucune honte du Michael d'avant. Parce que le Michael d'avant l'a amené au Michael d'aujourd'hui dans son jardin, quoi. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu le Michael d'avant, il n'y aurait pas eu le jardin. Voilà. Il a fallu que je passe par tout ce parcours-là un petit peu compliqué pour ouvrir les yeux et renaître. Donc du coup, c'est pour ça que moi je l'ai appelé le mandala Renaissance. C'était ton premier mandala? Lui, c'est le premier, ouais. C'est le premier et c'est lui qui m'a fait ma thérapie. Voilà. C'est sur lui que j'ai bossé, c'est sur lui que j'ai bossé physiquement, mais c'est sur lui que j'ai bossé aussi intérieurement et qui m'a permis de voir le monde et la vie un peu différemment, quoi. Voilà. Et c'est avec lui que tu as appris? C'est avec lui que j'ai appris, c'est avec lui que j'ai fait mes bêtises, c'est avec lui où j'ai commencé à travailler mon sol trop tôt, qui était trop mouillé, et du coup l'été d'après c'est devenu du béton. C'est avec lui, et du coup c'est aussi avec lui que maintenant je retransmets, en fait, tu vois. Ça me touche beaucoup, tu vois, de réutiliser ce jardin sur lequel je me suis fait la main, qui soit aujourd'hui utilisé pour que les autres se fassent la main, quoi.
Voilà. Et du coup, c'est ici maintenant que les formations sont données. On fait avec les groupes des expérimentations. Là, c'est là où aussi l'idée, c'est de présenter des nouveautés, quoi. Enfin, essayer de trouver C'est-à-dire que tu as le compost. Bon, voilà, tu as ton tas de compost au fond du jardin, tu vois. Mais du coup, il ne sert que à faire du compost. Et du coup, là, ici, par exemple, là, j'ai fabriqué un composteur en trou de serrure. C'est ça, Ouais, c'est ça, là. Tu vois, composteur en trou de serrure. Bah, c'est quoi? C'est à ton compost, sauf qu'autour, là, il y a 7 mètres carrés de culture autour. Ah oui, d'accord, je comprends. Tu vois le délire? Ah oui, En trou de serrure. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, ici, bah, au printemps, on va venir y implanter des cultures. Alors, tu vois, il y a des petites graines qui ont germé toutes seules, là, de côte de blette jaune et rouge, là. Il y a de la verte là-bas. Bon, ça, alors, je pense que je vais les laisser en place. Si elles sont bien là, on va les laisser tranquilles. Et Donc, tout autour. Tu penses que ton compost qui est là, Ouais. il apporte des nutriments sur un. Ah, bah, autour. Ah oui, j'en suis sûr. Ah, bah, c'est même évident. C'est même sûr et certain. Et là, en fait, c'est pas le compost va amener des nutriments, mais c'est les plantes qui vont aller chercher les nutriments. Les racines elles vont loin. Un pied de tomate, une fois je me suis amusé à arracher une racine de tomate. Ça faisait 40 plus 40, 80, 80 plus 80, de feuilles de 16, 1,60 m. C'est impressionnant, je l'ai fait aussi. Ouais. 1,60 m la racine. Donc tu vois, quand tu mets ton pied de tomate là, bah, la racine en fait elle va jusque là-bas, quoi. On a l'impression, en fait, le problème de l'être humain, de l'humain en général, c'est que il ne s'arrête que à ce qu'il voit. Et en fait, ici, je vais essayer d'amener les gens à réfléchir et à ouvrir, en fait, à ouvrir leur regard sur ce qu'ils ne voient pas. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas les petits insectes parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour les regarder, tu vois. On ne voit pas quoi? On ne voit pas les systèmes racinaires. Et en fait, c'est là-dessus que je vais amener les personnes à réfléchir sur, en fait, là, il y a une mauvaise herbe. Mais en fait, cette mauvaise herbe, si tu la déracines et que tu observes son système racinaire, tu peux comprendre quel est son rôle au niveau du sol, par le biais de son système racinaire. Le chardon, le chien-dent, tout ça, c'est des trucs qu'on n'aime pas. Et pourtant, ils ont un rôle. Pourquoi ils sont là? C'est pour retenir les sols. Chien-dent, racine traçante de surface, ça retient les sols. Tu vois? Et c'est comme ça pour toutes les plantes. Un chardon, c'est une racine pivot. Voilà, racine pivot, décompaction des sols. Racine pivot, ça veut dire que ton sol il est peut-être un peu dur. Pareil pour le rumex, tu vois, des trucs comme ça. Tu prends du plantain, c'est un système racinaire chevelu. Lui, il va aérer ton sol. En plus, c'est un peu une vivace celle-là, donc ça va aérer ton sol sur le long terme. Et en fait, quand tu vas t'en débarrasser, tout ça, ça va te créer un sol bien aéré, en bonne santé. Et voilà quoi. Et après, tu as les paillages. Suivant les paillages, ça change aussi ton sol. C'est passionnant. C'est tellement passionnant. Là, on avait fait des tests. Là, donc ça, c'est les stagiaires qui ont fait ça. Ça, l'idée, c'est pour eux. Si tu fais un paillage avec de l'herbe, si tu fais un paillage avec ceci, avec cela, suivant les matières que tu vas mettre, ton sol, il ne va pas se comporter de la même manière. Et donc là, l'idée, c'est on a fait du moins carboné au plus carboné. Donc là, tonte. Donc là, on voit bien, là, il y avait de la tonte. Mais du coup, tu vois, ça a été mis au mois de septembre. Il n'y a plus que la mauvaise herbe. Et du coup, il n'y a plus rien. Réenherbement, tout ça, il n'y a plus du tout d'herbe. Là, foin. Là, on a chanvre. Donc ça, c'est du chanvre ici. Là, c'est du chanvre, ouais. Ça ressemble un peu à l'autre. Le miscanthus, ouais. Mais, alors ça ressemble, mais tu vois, quand tu mets ta main, ça se décompose pas. tu vois, le paillage n'est pas du tout le même. Tu sais, ça fait pas du tout pareil. On va voir le miscanthus après. Moins d'enherbement. Mais beaucoup moins d'enherbement. Là, tu as la paille. Donc à chaque fois, il y a les mêmes épaisseurs ont été mises. Donc là, il y a 10 cm à chaque fois. Voilà, donc la paille. Et là, tu vois, tu as miscanthus. Là. Et miscanthus, tu vois, c'est encore pas pareil. Mais on n'a pas d'enherbement non plus. Et après, l'idée, ça va être de s'amuser, au fur et à mesure que la saison va avancer, à regarder comment évolue le sol, le mélange, tu vois. Comment ça va évoluer. Donc là, on a un bon 10 cm. Ah oui, tu les as encore, là, tes 10 cm. Ah bah oui, là, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout, là. Et du coup, au niveau de l'enherbement, là, on a presque rien. Et puis là, on a le bois.
Et après, ça, pareil, c'est une expérience sur le long terme. C'est-à-dire que là, ici, l'idée, c'est qu'à chaque fois, ces petits carrés, à chaque fois, seront paillés avec les mêmes matières. Et du coup, essayer de voir avec le temps, tu vois, sur année plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et après, s'amuser à voir comment le sol se comporte suivant les paillages. Comment il évolue, ouais. Et dans chaque carré, il n'y aura pas que du paillage. Il y aura, là, on a installé des côtes de blettes à chaque fois dans chaque carré. Et toute la saison, on mettra à chaque fois les mêmes plantes, tu vois, pour pouvoir faire un suivi aussi au niveau de la santé des plantes, suivant le paillage qu'on utilise. Voilà. La santé des plantes, comment est-ce que ça joue, quoi, C'est tu ce vois. que j'allais te dire, t'as pas peur d'avoir un déséquilibre à force d'apporter toujours le même paillage au même endroit. Tu vas le voir comme ça. Voilà, ça sera une expérimentation. Alors après, tu peux emmener ça au labo, et puis ils vont te donner des chiffres, et puis à toi de lire les résultats. Mais là, l'idée, c'est de, par l'observation des plantes, voir comment réagit le sol, et tout ça. Parce que les plantes parlent, hein. Une plante avec une feuille qui jaunit, bon, bah, ça veut dire des choses, quoi, tu vois. Merci de le dire. Euh, Il suffit d'écouter tes plantes. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais une plante en bonne santé, ça se voit tout de suite, hein. Une plante en mauvaise santé, c'est pareil, hein. C'est comme la plante en... Enfin, voilà, quoi. Tu vois. Bah, ouais, Christophe, là, je crois que tu arrives à la fin de la batterie, là. Donc, tu vas être obligé de revenir. Oh, là, là, il va être obligé de revenir. C'est bien, on va faire un petit suivi de ce qu'on a vu, aujourd'hui. Donc là, tout est un peu en hivernation. Donc du coup, ça va être intéressant quand tu reviendras, tu vois. On va pouvoir voir un peu les évolutions. Et puis on en profitera pour voir aussi la suite, en fait, on pourra peut-être même parler du système de toilette sèche, comment un peu, c'est quoi ma vision des choses là-dessus. La serre, je l'ai appelée la serre Robinson, parce qu'en fait, bric et broc, avec la récupération à droite à gauche de la récup. Il y a un séchoir aussi fait de récup avec des murs un peu à l'ancienne, hein, on va dire, en terre, en torchis, ouais. Il y a une ruche là-bas au fond, la ruche kenyane. Là, on pourra aussi faire des trucs sympas, tu vois, parce que du coup, elles seront en activité là. Ouais. Parce que là, elles dorment là. Là, elles dorment. Et puis au fond, il y a les animaux avec le bouc et les poules. Et là, pareil, il y a un gros dossier sur les poules et le bouc, parce que en fait, ils sont pas là que pour être enfermés, en fait. Ils ont tout un rôle aussi dans ce lieu, et eux aussi, ils bossent avec moi, en fait. Voilà. C'est un peu mes ouvriers. Et T'exploites des animaux? non, je les exploite pas. Je les exploite pas. En fait, j'ai envie de dire, celui qui exploite l'animal, c'est celui qui le laisse tout le temps au même endroit. Ouais. Tu vois. Moi, je pars du principe que la chèvre, par exemple, elle est dans les montagnes normalement déjà, et en plus de ça, elle reste jamais au même endroit. Elle est en permanence en train de bouger. Donc moi ici, à part l'hiver où je les laisse dans la partie haute pour qu'ils soient au plus sec, mais sinon le reste du temps, l'idée c'est que les animaux circulent sur le terrain. Voilà, comme à l'état sauvage. Donc les poules, elles vont être mises sur des endroits spécifiques, en fait, soit pour me désherber des zones, soit pour, tu vois. Et en fait, je fais du pâturage tournant avec les poules, avec le bouc, et avec des clients herbivores, voilà, qui viennent et que je les mets à tondre, tu vois, pour bien. Bah, voilà. Franchement, la visite c'est top. Et ouais, c'est vraiment ça. Enfin, t'es comme nous, quoi. T'as beaucoup de valeur. Et je veux dire, c'est magnifique. C'est magnifique, quoi. C'est vivant. Ouais, c'est vivant. C'est vivant. Franchement, c'est vivant, c'est naturel, ouais, c'est beau, quoi. Enfin, franchement, moi, c'est un truc que j'adore, et c'est une super rencontre, franchement, et continue comme ça. Enfin, merci à vous. c'est une agriculture, franchement, faut que ça évolue plus. Enfin, il faut que ça soit. Ça se démocratise. Ouais, que ça se démocratise, parce que franchement, voilà, quand on voit le résultat, il n'y a pas photo, quoi. Et encore, parce que là, c'est en hivernage, comme il dit. Ouais, mais voilà, c'est en hivernage, Ouais. mais je veux dire, on travaille avec la nature, on travaille pas contre elle, et franchement, quand on voit le résultat et tout, enfin, je veux dire, à travailler avec elle, elle nous le rend, quoi. Voilà. Ouais. Tout simplement. Et puis à chaque fois qu'on dit c'est pas possible, en fait si, c'est possible. Voilà. Mais il suffit de le vouloir, avec de la réflexion, voilà. et du bon sens. Voilà, quand on parle du bon sens paysan, le bon sens paysan, là faut aller le chercher, Ouais. parce qu'on en a besoin, en fait. C'est ça. On en a besoin dans nos systèmes de production. Si t'as pas le bon sens paysan, Bah ouais, non, tu peux être un très bon gestionnaire d'entreprise, mais si tu l'as pas,
Ouais. bah Non, c'est mais marrant. merci à toi, c'est vraiment. Ben, merci super. à vous aussi, parce que C'est un plaisir. c'était bien sympathique. Hein, Et donc et on puis se dit, on se dit, rendez-vous ah bah rendez-vous fin bientôt. Hein, fin de printemps, début d'été. ouais, on essaie de se caler ça et puis de se faire un petit truc sympa quoi. Puis au revoir. Ciao les loulous.